France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre talk de fin d'après-midi jusqu'à 18h30 sur France Maghreb 2 avec aujourd'hui pour m'accompagner, il est à l'heure, c'est parfait, Yasser Louati, comment ça va? Bien et toi Christophe? Ça fait partie de tes résolutions? Non, pas encore. Justement, tes résolutions, on va en parler tout à l'heure au travers de ton avis tranché. Exactement, ça se rappelle pour 2017 des résolutions amères, nécessaires, mais ô combien salutaires. Très bien, c'est prometteur. Pour t'accompagner tout à l'heure, il va nous rejoindre, un petit peu de retard lui. C'est pas dans son habitude d'ailleurs. Akli Belouli qui sera avec nous aussi dans quelques minutes sur France Maghreb 2 pour commenter l'actualité avec vous, chers amis auditeurs. Ton coup de cœur, Yass? Mon coup de cœur, c'est sur un livre qui s'appelle Les luttes et les rêves, qui en fait est une histoire populaire de la France. Comme on sait très bien que l'histoire de France est toujours racontée autour d'un grand homme et que le peuple est toujours absent. Là, c'est l'histoire de France racontée via le peuple et les luttes populaires. Très bien, à retrouver donc avant 18h. Dans la dernière partie tout à l'heure, on parlera évidemment de sport et des suites de la Coupe de la Ligue. Avec ce soir donc le PSG qui va jouer au Parc des Princes. Qui va perdre? Et qui va gagner bien sûr évidemment. Ouais. Et puis des programmes télé pour ce soir. Et Amar pour l'éphéméride. Et beaucoup d'événements d'ailleurs qui sont survenus un 11 janvier. On les passera en revue tout à l'heure avec l'ami Amar. Côté coup de cœur musical, tiens, c'est une Finlandaise, elle s'appelle Stina. Et elle reprend des classiques en langue berbère, écoutez plutôt. Écoutez donc tout à l'heure, elle est une très très belle voix et elle a appris le kabyle donc elle chante merveilleusement bien. À écouter donc tout à l'heure pour le coup de cœur. Dans l'actualité, les sujets que je vous propose avec tout à l'heure la libre antenne durant 10 minutes, vous allez pouvoir nous appeler bien sûr pour ce que vous voulez. Coup de gueule, coup de cœur, interpeller nos chroniqueurs ou vous faire part d'un événement qui se serait déroulé près de chez vous. Vous aurez la possibilité de le faire donc tout à l'heure dans la libre antenne entre 40 et 50 de 17h. Nous irons aussi et nous parlerons de spectacle puisque Kerry James, au-delà d'être un artiste, un auteur, un compositeur de rap que vous connaissez, il est aussi en ce moment au théâtre du Rond-Point depuis hier. Et pour quelques jours, et Sabrina, artiste de la team LGF, y est partie hier, elle nous racontera un petit peu le spectacle tout à l'heure à 17h. Et puis, dans l'actualité aujourd'hui, alors on va parler un peu de la gestion de la grippe. Vous savez que la grippe, c'est ce virus qui revient fréquemment et chaque année même. Et on va parler de cette gestion de la ministre de la Santé qui demande le report des opérations urgentes pour se concentrer, par faute et par manque de personnel dans les hôpitaux français, sur l'épidémie de grippe. Vous savez, cela fait référence évidemment à ce qui s'est passé à Lyon avec le décès de 13 personnes en 15 jours dans une même maison de retraite. Et nous y reviendrons bien sûr. Nous parlerons aussi de la burqa qui continue de faire couler beaucoup d'encre au Maroc. Avec cette fois-ci, on y va dans l'action. On demande à tous les commerçants d'épuiser leur stock. Ils ont 15 jours pour ce faire. On vous demandera donc votre avis. Et puis on parlera aussi de l'ascension Emmanuel Macron. Est-ce que vous y croyez à Emmanuel Macron? De plus en plus et d'après des différents sondages qui le donnent comme le 3e homme de la présidentielle. Peut-il être la surprise de la présidentielle? Emmanuel Macron, on vous posera la question tout à l'heure. Mais évidemment, avant toute chose, on va passer, mon cher Yasser, ami auditeur, auditrice, au zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet. Hier soir dans l'émission C'est à vous, présentée par Anne-Sophie Lapix, qui recevait hier Christian à l'SDF, venu raconter son quotidien très critique envers le 115. Et puis vous avez passé chaque jour dans la rue ou vous avez été parfois hébergé, que ce soit... J'ai testé un peu ce qu'on appelle le 115 et franchement je préfère la rue. C'est plus humain. Pourquoi? Je peux pas vivre dans un chenil. Oui, même les chiens à la SPA sont mieux traités qu'au 115. C'est ce que je pense. Mais bon. Ce que c'est que le 115? C'est le numéro d'urgence que vous faites quand vous êtes à la rue, qui vous répondent jamais et que si vous répondent, vous vous retrouvez dans un chenil. On enchaîne avec un petit lapsus très amusant qui a eu lieu ce week-end chez nos confrères de France Info TV. Écoutez plutôt. Françoise Rugy, j'ai vu que ça vous a fait plaisir de vous revoir si jeune. Alors, en plus, on dit de vous que vous êtes un ambitieux. Ce week-end, vous étiez sur la tombe de François Hollande. C'est un personnage politiquement... de François Mitterrand. De François Mitterrand. Pas trop vite. François Mitterrand.
Ouh là là, c'est écrit dans mon oreillette. C'est un personnage politique qui est important pour vous, pour votre formation Oui, intellectuelle. c'est une grande figure de la vie politique française, président de la République, le premier président de gauche de la Ve République. Pas évidemment pas trop se moquer car ça peut évidemment arriver à tout le monde. François Fillon invité ce matin à Bourdin chez le confrère de BFM TV RMC à propos de la question de la laïcité. Cette question se pose uniquement pour les musulmans, c'est ce qu'il a déclaré ce matin. François Fillon, en vous déclarant chrétien, pour justifier de votre humanisme, est-ce que vous avez défié la tradition laïque française? C'est ce qu'a écrit le Wall Street Journal. Enfin, écoutez, je pense d'abord que cette tradition laïque a été détournée de son objectif. L'objectif de la laïcité française, c'est de faire en sorte que les religions ne pèsent pas sur le fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics. Et il y a eu des périodes où les catholiques ont essayé d'imposer leur vue au gouvernement français. Il y a eu des périodes où la relation entre l'État et la communauté juive était tendue. Donc on a instauré des règles qui s'appellent la laïcité. Aujourd'hui, cette question ne se pose pas, ou plutôt elle ne se pose qu'avec une seule religion, elle se pose avec les musulmans et essentiellement avec les intégristes musulmans. Voilà. Mais vous rediriez la même chose? Bien sûr. La même chose. Mais moi je suis transparent. Mais imaginons un juif ou un musulman ou une personne athée qui justifierait son humanisme ainsi. Ça vous choquerait ou pas? Pas du tout. Enfin, il le justifie en expliquant qu'ils sont marxistes. Moi, je le justifie en expliquant que je m'inspire de valeurs qui sont des valeurs chrétiennes. J'ai d'ailleurs parlé de chrétienté, pas de religion catholique. Et ce sont des valeurs qui sont devenues, mais la foi, leur argument électoral, vous savez. Bien sûr que non, ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs. Et j'ai mis simplement, et ces valeurs, tout le monde a le droit de savoir que ce sont les miennes. C'était une manière d'arrondir votre image ou pas? Non, c'est ma façon de dire les choses. Voilà, je veux. Ou c'était spontané ou oui, c'était calculé ou spontané, François Fillon? C'est spontané et c'est transparent et ça continuera. Voilà, je ne changerai pas d'attitude. Et pour finir ce zapping sur France Maghreb 2 dans cette émission Le Grand Forum, le chanteur Renaud, qui a d'ailleurs été celui qui a vendu le plus d'albums en 2016, visiblement mal en point, était invité lundi soir à commémorer les 2 ans de l'attentat du magasin Hyper Cacher à Paris. L'occasion pour le chanteur français de rappeler son attachement à la communauté juive à Israël. Il a également annoncé qu'il réaliserait un concert en juin prochain à Tel Aviv. La plus belle démocratie au monde, a-t-il dit. Présent également à cette cérémonie d'hommage, le chanteur français Renaud. Il répondait aux questions d'Olivier Lerner pour I24. J'ai écrit cette chanson Hyper Cacher en mémoire des victimes de cet attentat ignoble. Nous sommes très proches de la communauté juive. Et il y a un esprit de fraternité, de solidarité qui est extraordinaire chez vous. Et j'ai continué à chanter. J'espère au mois de juin aller chanter à Tel Aviv, en Israël. Ce sera un grand bonheur pour moi. De découvrir ce pays, la plus belle démocratie du monde. Je crois qu'on arrivera tôt ou tard à éradiquer ce fléau qui est le terrorisme, qui touche particulièrement la communauté juive. Je crois qu'on l'a littéralement perdu, l'ami Renaud, là, pour le coup. Hein. Il avait l'air très très mal en point, vous l'avez entendu. Voilà, ça s'est passé lundi soir, donc au CRIF, hein, tout simplement. Voilà, donc Renaud qui annonce faire aller dans le pays la plus belle démocratie au monde. Ça ne s'invente pas. Hein. Bon, qu'est-ce qui a retenu ton attention, mon cher Yasser? J'ai une petite idée. C'est François Fillon. Ah oui. L'hypocrisie, ça fait des mois que j'énonce ça, si c'est pas plus. Et surtout les récents, depuis l'histoire du Burkini, où on a encore utilisé la laïcité pour faire ce qu'on fait depuis maintenant plus de 20 ans. Attends, tout d'un coup, maintenant, François Fillon, le chrétien, se rend compte que la laïcité a été instrumentalisée pour stigmatiser les communautés religieuses. Mais de qui est-ce qu'il se moque, celui-là? Est-ce qu'il n'a pas fait partie de l'équipe qui a mis en place la loi de 2004, justement sous couvert de laïcité? Est-ce qu'il n'a pas fait partie de ceux qui ont justifié l'interdiction du burkini sous couvert de laïcité? Est-ce qu'il n'a pas été parmi ceux qui ont continuellement ciblé les citoyens de confession musulmane en leur interdisant toute visibilité dans la sphère publique sous couvert de laïcité? Et oui, on voit encore que l'hypocrisie est de plus en plus flagrante et qu'en plus elle est assumée. Ça veut dire c'était ok de servir, ou plutôt d'utiliser la laïcité
pour taper sur les musulmans. Mais aujourd'hui, une fois qu'on a ouvert la boîte de Pandore et que cette néo-laïcité, qui n'est même pas la laïcité, c'est la nouvelle laïcité telle qu'elle a été théorisée par un certain François Barois, mais qui est déjà appliquée depuis les années 80 et 90, voilà que cette néo-laïcité, cette nouvelle laïcité idéologique se met à taper sur les chrétiens et bien entendu sur les juifs et toute autre communauté religieuse. Et maintenant, on s'en offusque et on dit « Ah, mais les chrétiens ont le droit de pratiquer leur religion. » Bien entendu qu'ils ont le droit de pratiquer leur religion. Et ils doivent se battre pour défendre ce droit de pratiquer la leur, tout comme il revient à chaque citoyen de confession juive ou musulmane, protestante ou bouddhiste ou je ne sais quoi, de se lever et de défendre ce droit, parce que justement, la laïcité, ce n'est pas la neutralité des individus, mais la neutralité de l'État. Et dans ce cas-là, François Fillon est face à une responsabilité historique parce qu'il a contribué à instrumentaliser la laïcité et aujourd'hui, il tente de faire marche arrière et de se justifier. Voilà, le décor est planté donc concernant la réaction des déclarations de François Fillon. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler, parce qu'il va y en avoir d'ici. Non, 2007, ça sera un florilège de 2017, tu veux dire? Pardon, 2017, oui. Ouais. Jusqu'à la présidentielle, je ne viens même pas jusqu'aux législatives et après. Et après? Non, ça sera un florilège de déclarations aussi dangereuses, hypocrites et ridicules, ringardes les unes que les autres. Et heureusement qu'il ne tue pas le ridicule. Ah bah sinon beaucoup seraient déjà morts. Allez, on se retrouve dans un instant, messieurs dames. On va parler de la grippe et de cette gestion qui est faite. Ça me rappelle étrangement, tu te souviens, avec Roselyne Bachelot, l'histoire des vaccins? Ça me rappelle aussi Bachelot qui demandait aux gens de rester dans leur voiture climatisée pour éviter la canicule. Ah ouais, c'est vrai. Et pourtant, oui. Bon, et ben voilà, cette gestion à la française. Marisol Touraine, donc, qui est la ministre de la Santé, demande le report, en effet, des opérations urgentes pour se concentrer par manque de personnel dans les hôpitaux français, tiens, on le découvre, comme si c'était une nouveauté, de se concentrer sur l'épidémie qui devrait atteindre d'ailleurs son terme la semaine prochaine, l'épidémie de la grippe, bien sûr. Est-ce que vous avez choisi, vous, de vous faire vacciner ou pas? Et que pensez-vous de la gestion de la grippe, de ce virus, donc, par les autorités françaises, en l'occurrence par Marisol Touraine? On en reparle avec vous au 01 40 33 9000. LGF, c'est là, et oui, tous les jours dès 16h sur France Maghreb 2 avec Yasser Louati qui est avec nous aujourd'hui et monsieur Akli Bellouli. Bonjour Akli. Bonjour à nos auditeurs et auditrices, auditeurs, pardon. Et désolé pour ce retard, c'est lié à Ouda qui pilote pas bien accusé. C'est pas bien accusé. Moi je balance. Ouais, tu balances, ouais. Akli Bellouli, toujours président de l'association de l'espace franco-algérien, pardon, et toujours adjoint au maire de la ville de Bonneuil. Sur Marne. Ouais. Toujours. Il y en a plusieurs des Bonneuil? Oui. Il y a Bonneuil en France et un autre Bonneuil, je sais plus. C'est où Bonneuil en France? Dans le 95. Ah, d'accord. d'Oise. Ok. Bon, près de Vervigné-le-Bel, Sarcelles, tout ça. Très bien. Bonne année, mon cher Akli. Meilleurs vœux. Oui, je suis pas encore venu, donc meilleurs vœux à toutes et tous et une bonne heureuse année, plein de bonnes choses. Et bonne année à mon camarade Yasser qui est à côté. Bonne année à toi. Et à toi, Christophe, et à l'équipe. Bonheur. Et nous sommes à la veille de Yenayel. Ah oui, c'est demain important, c'est aussi une bonne année alors à tous les berbères et à tout. Moi je pense que c'est aussi ces occasions de fêter ces années différentes, que ce soit l'année musulmane, l'année berbère, l'année X et les Lumières. C'est surtout l'occasion de partager l'humanisme qui est en nous, qui était la part d'humanité qui est en chacun de nous. C'est ça le plus important, c'est que j'ai entendu le débat sur faut-il fêter Noël ou pas. Franchement, si c'est ça les débats, faut que les gens ils arrêtent de débattre parce que je ferai qu'ils perdent leur temps. Moi, à mon avis, je peux tout fêter à partir du moment où il y a une once d'humanisme dedans. Moi, ce qui me gêne, c'est la stigmatisation, le repli, le sectarisme. Mais tant qu'il y a de l'humanisme, à la rigueur, je suis prêt à m'asseoir à toutes les fêtes pour partager et communier notre part d'humanité qui est en chacun de nous. Et je rappelle que notre coup de cœur musical sera peut-être quelqu'un que tu connais, mon cher Akli, c'est Stina, c'est une chanteuse finlandaise qui chante merveilleusement bien le kabyle. Écoutez. Oui. Elle a un bon accent en plus. Oui, en plus elle parle pas le paradoxe, c'est qu'elle parle pas le berbère ou le kabyle. Et moi j'avais découvert, tu avais dans une émission avec Ali Amran, un chanteur kabyle qui vit justement dans ces pays du Nord.
Eh bien écoutez, donc tout à l'heure sur France Maghreb 2 en fin d'émission pour se terminer tranquillement donc à la fin de cette émission. Alors avant de parler de la gestion de la grippe et de solliciter nos auditeurs bien sûr sur cette gestion qui en est faite par les autorités françaises et en particulier par la ministre de la Santé Marisol Touraine, depuis des mois la presse du monde entier souligne le fossé qui sépare celui qui s'en va, Barack Obama, et celui qui doit lui succéder, Donald Trump. Et ces dernières heures, ce fossé s'est encore creusé à la lumière du discours d'adieu prononcé par le premier. Il a teneur des accusations et des démentis liés au second, avec d'abord cet ultime message dressé par celui qui, jusqu'au 20 janvier, est encore le président des États-Unis, Barack Obama, dans la ville de son ascension, Chicago, un adieu entre émotion et hommage à ce qui fait aujourd'hui la grandeur de son pays, Barack Obama. Écoutez plutôt. And more often than not, your faith in America and in Americans will be confirmed. Votre foi en l'Amérique et dans les Américains s'en trouvera confirmée. La mienne l'a été. Tout au long de ces 8 années, j'ai vu des visages pleins d'espoir. Des jeunes diplômés comme de nouvelles recrues militaires. J'ai pleuré avec des familles endeuillées cherchant des réponses. J'ai trouvé la grâce dans l'église de Charleston. J'ai vu nos scientifiques redonner à un homme paralysé le sens du toucher. J'ai vu nos médecins et nos bénévoles reconstruire le pays après des tremblements de terre et arrêter des pandémies. J'ai vu de très jeunes enfants nous rappeler par leur manière d'agir et leur générosité que nous avons l'obligation de prendre soin des réfugiés et de travailler pour la paix. Et surtout de faire attention les uns aux autres. Cette foi que j'ai placée en la capacité des Américains ordinaires d'apporter du changement, cette foi a été récompensée d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'espère que votre foi l'a été aussi. Alors comme ça en façade ça a l'air très joli, message de respect tourné vers l'avenir, compassion, progrès. Hommage appuyé aussi à son épouse Michelle et Charleston, qu'évoquait donc Barack Obama, Charleston, qui a théâtre il y a 2 ans d'un massacre, vous en souvenez certainement, raciste de 9 fidèles dans un lieu de culte perpétré par Dylan Roof, qui vient d'être condamné à la peine de mort. Voilà, donc en un mot, messieurs, Barack Obama, on posait la question hier aux auditeurs, c'était pas d'ailleurs franchement glorifiant pour lui, le bilan que vous en faites de ces 2 mandats. Pour moi, je me méfie toujours des symboles, que ce soit une personne issue des minorités ou issue, que ce soit une femme par exemple. Non, au-delà de l'effet communication, le bilan en termes de liberté publique aux États-Unis, il est désastreux. Que ce soit les violations des libertés individuelles aux États-Unis, la surveillance de masse, l'affaire Snowden, les meurtres, les policiers qui ont une impunité qui est totale, le fait qu'il n'a pas fermé Guantanamo, que la guerre des drones il a tué plus de gens avec ses drones que George Bush lui-même, qui laisse en fait un apparatus sécuritaire qui est vraiment en situation d'impunité totale, qu'il a aussi soutenu les banques de Wall Street aux dépens de la population américaine. On n'oublie pas aussi le fait qu'il a renforcé Israël dans sa politique de colonisation. Bon, et je me fiche du fait qu'ils aient fait passer une des résolutions pour clore les 8 ans de règne de Barack Obama. On n'oublie pas les 38 milliards qui ont été accordés en prêt. Une aide record sous Barack Obama, bien que Netanyahou a méprisé Barack Obama et a été de faire un discours sans même passer par la Maison Blanche. Donc non, pour moi, le bilan de Barack Obama en termes de liberté publique, et je cite tous les rapports auxquels j'ai accès au niveau aux États-Unis, que ce soit l'ACLU qui est l'association américaine la plus connue qui défend la liberté publique, que ce soit la liberté de la presse. On voit aussi le cas de Chelsea Manning qui a été enfermée pour avoir révélé à Wikileaks les meurtres de civils irakiens par l'armée américaine. Non, franchement, j'ai vu le discours hier soir dans la nuit et sincèrement, pour moi, j'étais vraiment mal à l'aise. Akli, et sous Barack Obama, le sort des Noirs ne s'est vraiment pas arrangé non plus. Oui, je pense qu'effectivement, il y a quand même... le problème, c'est qu'on a beaucoup attendu de Barack Obama, mais c'est vrai qu'au moins, le fait qu'il y ait effectivement un président black et tout ça, c'est quand même... Le symbole était quand même fort. Après, c'est vrai qu'on a des chanteurs, mais on se rend compte aussi que quand même qu'aujourd'hui, les politiques, malheureusement, n'ont pas la même misère. Ils sont dans la capacité de changer. Ils ont tellement de lobbies autour d'eux, tellement de choses. Aujourd'hui, peut-être qu'on va en parler après sur les réseaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement d'enjeux qui dépassent parfois les individus, que au moins, c'est peut-être aussi révélateur, c'est que, à la rigueur, vous voyez que les gens
n'ont pas à avoir peur d'avoir un président musulman, black, etc. Il y a qu'à un moment donné, il sera tenu par un certain nombre de règles. Et là-dessus, il a essayé comme de poser des choses, notamment comme la sécurité sociale. Enfin, il a essayé de porter des choses qui n'ont pas abouti. Donc on peut pas. Il faut. Et puis moi, je trouve que ce que j'ai découvert j'espère qu'elle sera candidate, que dans les Obama, j'aurais voté Michel, quoi. Ouais, juste par son aspect physique. Non, au-delà de ça, je pense que parce que ce qu'elle dit, les discours qu'elle tient, et je pense qu'elle a apporté, que c'est elle qui est derrière, a apporté un peu une vision plus humaniste. C'est ce que je ressens. La grimace de Yasser en dit long, hein. Ouais. Sur Michel Obama. Ouais, non, sur ce que tu dis là. Non, mais je parlais, vous me disiez de trucs. Moi, je préfère, c'est pas le fait, c'est que je pense qu'elle a été plus engagée. C'est quelqu'un qui était dans les mouvements black depuis très longtemps, etc., comme avocate et avant comme d'autres choses. Donc c'est pour ça. Après, vous savez, la marge de manœuvre, la question qu'on peut se poser au niveau international, c'est quelles sont les marges de manœuvre. Non, mais Akli, ça je l'entends. Mais le problème, c'est que on a quand même un ancien community organizer de Chicago. J'ai moi-même vécu à Chicago et je sais qu'elle travaille et fonce sur le terrain là où l'État s'est retiré, mais je veux dire, il y a quand même une différence entre maintenir le niveau déjà négatif de la politique de Bush et aller et faire encore pire que Bush. D'accord. Non, je revenais pas sur ce que j'ai dit. Le constat, il est là. Je dis que dans le constat, il y a quand même des choses qui ont été faites, et il est terrible. De toute façon, on jugera après, pas dans les périodes, parce qu'on voit bien souvent, on prend en compte le contexte. Et c'est pour ça que je rappelais quand même que d'où ils venaient les Obama, et surtout sa femme Michel, son engagement, c'est pas de Chicago. Ouais. C'est de ça que je voulais expliquer. Après, aujourd'hui, je ne sais pas dans la période si vu les enjeux et vu la forme qu'a pris la politique, c'est-à-dire que c'est plus la politique pour changer, pour prendre nos vies en main, c'est la politique pour essayer d'accompagner, de justifier des systèmes qui se reproduisent entre eux. C'est ce qu'il a fait, en clair. En l'occurrence, est-ce que les Américains vont-ils le regretter? Pas vraiment, quoi. Non, vu ce qui les attend, non, je pense qu'on va quand même regretter les revenants, veut dire quand même. Alors parce que vous parlez de Trump, vous savez qu'il est depuis ce matin, depuis même hier, un rapport secret émanant des Russes qui indiquerait qu'il y aurait une fameuse sextape en la possession des Russes concernant Donald Trump. Je crois qu'on n'a pas fini avec lui. La Russie a démenti d'ailleurs avoir quelconque dossier, donc affaire à suivre. Mais on va être vraiment dans l'actualité people avec Donald Trump plus que dans la politique et dans la réflexion. Ce sera le buzz permanent. Voilà, ce sera le buzz permanent. D'ailleurs, il est très actif sur Twitter. Donald Trump, il passe ses journées entières visiblement à tweeter et à régler ses comptes aussi sur Twitter. Non, mais une phrase pour terminer, je veux dire, Christophe, c'est qu'il a quand même dit une chose. Lorsqu'il a visité la Maison Blanche, il a dit je ne savais pas combien c'était aussi complexe d'être président. Il a été en fait surpris des responsabilités qui pèsent sur un président. Alors, est-ce que vous êtes choqué, vous, c'est la question que je vous pose aussi, Yasser et Akli, sur le fait que des élus de droite dénoncent que la France n'envoie personne pour l'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain, aucune délégation officielle. Bande de larbins, pourquoi aller faire la queue pour assister à la... Enfin, faut dire, mais il est où votre patriotisme? Il est où votre, comme disaient les Algériens, votre nice, votre nationalisme? Non, mais ils sont là à chanter la France, et ils font la queue pour aller assister justement à l'intronisation d'un fasciste. C'est comme Donald Trump. Il y a un moment, arrête de dire un peu de respect pour le drapeau français, si vous l'aimez vraiment. Ouais, bah justement, donc il y aura. Non, ils y vont pas. Ils y vont pas. Ils y vont pas justement. Ils y vont pas. Les élus de droite non, mais justement, ils sont pas contents à cause de ça. Voilà, ouais. Moi, les élus de droite sont atlantistes. Moi, je pense que si effectivement on ne pas y aller, c'est montrer qu'on va rompre avec l'atlantisme, parce je crois qu'il faut arrêter, comme il a dit, d'être la serpillière. Si on a un peu français patriote, parce que là, je m'excuse de le dire, mais les gens qui sont français patriotes, ils ont envie de la grandeur de la France, et la France doit retrouver sa place. Elle est ni avec les Russes, ni avec les États-Unis. La France est une alternative. C'est quand même la patrie des droits de l'homme. Elle doit revenir à sa matrice fondamentale. Elle doit porter une autre voix. Elle est ni entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Elle est ni avec l'Iran et avec l'Arabie Saoudite. Elle est la France qui porte une voix sur les droits de l'homme, etc. Mais je pense qu'il faut qu'elle revienne, il faut qu'elle arrête d'être suiviste et d'être entre guillemets le toutou de n'importe quel belligérant du monde qui veut aller casser de je ne sais qui du bronzé ou quelqu'un de la planète. Donc il faut arrêter avec ça. Et donc, moi je me félicite, sincèrement, qu'on n'aille pas faire les carpettes et que. Et donc Yasser, tu t'en félicites aussi alors?
Mais tant mieux. Et pourquoi est-ce que je vois pas en quoi dans ce cas-là. Alors les élus de droite et qui disent ça disent on a envoyé une délégation pour Castro et on n'envoie personne pour l'élection pour l'intronisation du président du quel rapport et mettre sur un même plan Castro et Trump, ça me paraît un petit peu c'est ça. Et c'est les gens qui manquent d'histoire. Vous savez en politique, c'est que les gens qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec Castro, c'est quand même on a d'un côté un monument, de l'autre côté un affairiste. C'est même si on n'aime pas Castro, même si on peut dire qu'il a fait ci, il a fait ça, quelles que soient les positions qu'on ait sur Castro, c'est quand même quelqu'un qui aura marqué l'histoire. Il faut faire un peu d'histoire quand même. Hein. C'est comme le Che, qui peut discuter sur ces réalités. Ce sont des gens qui ont combattu, qui ont défendu des valeurs et qui ont défendu une autre vision du monde. Après, effectivement, dans la gestion, on peut contester, mais en tous les cas, on peut pas mettre Trump et Fidel Castro sur le même pied. Bon, alors on referme cette parenthèse états-unienne, si j'ai envie de dire, pour revenir en France, ici, avec cette nouvelle polémique. Et on s'attend d'ailleurs à un bilan probablement lourd. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, qui s'inquiète face à l'épidémie de grippe en cours. Une épidémie qui doit obliger certains hôpitaux à réorganiser leurs services et leurs rendez-vous. Marisol Touraine, écoutez ce qu'elle a dit. Puis hier, nous constatons une tension accrue dans un nombre plus important d'établissements, puisque 142 hôpitaux, il y en a 850 publics en France, 142 hôpitaux ont transmis des constats de tension importante. Nous sommes aujourd'hui en train d'atteindre le pic de l'épidémie. Le pic de l'épidémie, cela veut dire que nous sommes au milieu de l'épidémie. Il y aura donc encore de nombreux malades. Et donc, je demande à tous les hôpitaux privés comme public, de regarder s'il est nécessaire de déprogrammer des activités médicales, chirurgicales dans leurs établissements pour libérer des lits qui permettraient d'accueillir des malades de la grippe ayant besoin d'être hospitalisés. En clair, des opérations pas forcément urgentes, pour être reportées, c'est ce qu'elle demande en tout cas. Elle explique dans un hôpital sur 5 environ, donc constate cette tension, d'où la nécessité de rappeler du personnel. Alors que pensez-vous de cette gestion? Vous avez aussi au 01 40 33 9000 ou par mail lgf@francemaghreb2.fr. Yasser Louati, la gestion de la grippe, qui est un virus qu'on connaît tous et qui revient chaque année, on l'a peut-être eu d'ailleurs au moins une fois dans notre vie, pour moi non, mais pour vous peut-être. Et on n'espère pas l'avoir. D'abord, est-ce que tu te vaccines, Yasser, ou pas? Non. Cette gestion qui en est faite donc par la ministre de la Santé a-t-elle raison de s'alarmer et d'alerter et de pointer du doigt justement ces incohérences ou ces problèmes dans les hôpitaux par manque de personnel, il faut le dire, parce que dans les hôpitaux français... C'était ma réponse. Ouais. C'était ça ma réponse. C'était le personnel budgétaire depuis des années. On refuse. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur un dossier de 10 personnes qui ont été en fait discriminées parce que c'est toutes des Noirs et des Arabes conformes. Et arrivé à la fin de la formation, on leur permet pas de valider leur diplôme. On en arrive à devoir importer des infirmières et des infirmiers. On taille dans les effectifs, on taille dans les budgets. Et en plus, j'aimerais poser une question pour mettre tout ça en perspective. Donnez-moi une crise sanitaire dans les 25 dernières années qui a été convenablement gérée. Il n'y en a pas vraiment. C'est pour pas dire qu'il n'y en a pas eu du tout. Donc, les mêmes qui ont coupé dans les effectifs et dans les budgets s'alarment qu'on manque de personnel. Mais la santé n'a jamais été un poste, qui génère des bénéfices. C'est toujours une dépense, la santé. C'est important parce que comme on est dans une période électorale où beaucoup de gens nous disent qu'ils vont supprimer, c'est pour montrer aux Français par la preuve, par l'exemple, et c'est les gens de la réalité de ce qui se passe. Il a raison, il y a de moins en moins de lits. Quand on dit qu'on va repousser les opérations, et comment on évalue qu'elles sont urgentes? Les gens, s'ils sont repoussés, ils vont aller aux urgences. Donc on va aller scléroser d'autres services. C'est-à-dire que aujourd'hui il y a de moins en moins de lits. Et puis ce qui est drôle aussi, c'est que souvent sur les crises, on attend l'hiver pour découvrir que la grippe va revenir. Tous les ans, l'hiver revient à la même période. Donc, je le dis à ceux qui mets ça sur le fait donc de la campagne électorale, c'est ça? Non, mais je mets pas ça sur d'autres personnes parce que je suis quelqu'un de très poli. Et je dis juste que tous les ans, et comme les canicules, tout ça, on doit prévoir des choses. C'est le vaccin, voilà. Et que le coup de Bachelot avec ces vaccins qui était un scandale, on voit bien qu'il y a de l'impréparation et que il y a encore une fois la preuve qu'il y a quand même beaucoup de lobbies qui sont à l'œuvre et qui là
pour Bachelot, faut faire sur le truc médical, surtout dans ce secteur-là. C'est un secteur qui est assez révélateur d'ailleurs de la santé d'une société. Alors on va prendre l'avis de Nadera qui nous appelle de Clermont-Ferrand. Bonsoir Nadera. Bonjour. Oui, bonsoir. Donc j'appelle par rapport aux hôpitaux. Oui. Eh bien écoutez, c'est que la politique qui est appliquée depuis plusieurs années et qui a été accentuée par la loi Hôpital Santé Territoire de Madame Bachelot. Ouais. C'est-à-dire que l'on demande au service de fermer les lits. Moi ce matin, pour vous dire, j'avais, dans mon service déjà, il y a donc 50% de lits. Il y a 50% de quoi? De fermeture de lits. Donc, ouais. on ferme 50%, c'est énorme. tous les services. Ouais. Je n'avais pas de place pour me opérer ce matin. J'ai dû sortir des patients. Vous voyez, les visites commencent très tôt. J'ai dû leur dire de prendre leur disposition à partir de 7h30 parce que je n'avais pas, je vais les opérer et je ne pouvais pas les placer parce que les personnes étaient déjà là. C'est une personne qui a été opérée hier, qui devait sortir aujourd'hui dans la matinée, mais faute de place, eh bien, j'ai dû les faire sortir et les faire patienter dans la salle d'attente pour faire entrer mes opérés. Donc c'est la politique de Madame Bachelot et du reste du gouvernement. Le Parti Socialiste ne fait pas mieux. Certes, il y a un manque d'effectifs, mais c'est aussi, il faut le dire, c'est la fermeture des lits. Vous êtes dans quel poste? Vous exercez dans le milieu hospitalier, mais vous faites quoi? Oui, je suis infirmière. Infirmière. Le manque cruel de personnel, il est vraiment présent au quotidien? Ah, il est vraiment présent. Là, les urgences, je peux vous dire que si vous allez aux urgences à Clermont-Ferrand, je pense que c'est pareil dans les autres villes, c'est les hôpitaux du tiers-monde. Hein. Franchement, les patients le personnel fait ce qu'il peut, mais ça ne désemplit pas. Vous avez des patients partout. Ils ne sont pas même pas dans des box, ils sont dans des couloirs, alignés les uns les autres, en double fil. Et bien sûr, le manque de personnel, c'est que 50% de lits, hein, vous dites 50% de lits. Donc, la pratique consiste à dire fermeture de lits parce que restriction budgétaire. Et en fait, ils rassemblent deux services. Ils suppriment 50% dans un service et 50% dans l'autre. Ils font un service en un seul. Et puis après, écoutez, les hébergements, on peut plus les assurer parce que nous, on prenne en charge nos patients. Merci Nadera. Voilà. Merci, très intéressant en tout cas votre témoignage. Il fait pas bon d'être malade, quoi, messieurs, j'ai l'impression, non? Du tout. Hein? Non, du tout. Acli, 50% quand même de fermeture de lits, c'est énorme. Oui, mais on a même fermé des hôpitaux. Oui, on a fermé des hôpitaux, on a fermé des services aussi. Bien sûr. Des services de maternité notamment. Non mais on voit bien, Christophe, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on va peut-être y venir sur le reste aussi, on est rentré dans une ère qui est une vision manichéenne du monde, mais marchande. C'est-à-dire que on parle de rentabilité. Quand on parle de rentabilité en termes de santé, forcément on en avait des choses comme ça. De clients maintenant. Voilà. Et c'est ça. C'est plus et concrétisation, c'est-à-dire qu'on est dans un rapport marchand à l'humain, à l'autre. Et ça doit nous interroger. Je dis, moi je souris parce que quand il y en a qui vont encore nous dire qu'on va baisser les postes de fonctionnaires, il faudra juste nous dire où, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des gens qui étaient dans la rue par rapport à l'éducation, à l'école de manque, on va parler de l'éducation complémentaire, enfin, il y a pas mal de choses, on parle d'un manque de civisme, de citoyenneté, etc., de démocratie, mais il n'y a plus de creuset où les gens vont se former, s'exprimer, se construire, parce que tout est devenu marchand, donc on n'est que dans la prestation de loisirs. Oui, en tout cas, Apparassul donc sur cette recommandation, cette demande de Marisol Touraine, donc qui demande, vous allez voir que c'est bien compliqué, puisque si on en prend Nadera, donc est-ce qu'on reporte les opérations urgentes? Mais ça va rien régler, Christophe. Mais ça va rien régler. Voilà, les opérations urgentes, c'est quoi? Alors, parce qu'on dit urgent, c'est quoi urgent? Quels sont les critères? Non urgentes, des opérations non urgentes. Non, mais les opérations non urgentes, je sais, mais quels sont les critères qui font que ce soit non urgent? Et c'est combien de personnes ça concerne? Un bras cassé, c'est une urgence ou pas? Hein? Un bras cassé, c'est une urgence? Voilà, donc on l'appendicite, c'est une urgence? Voilà, l'appendicite, c'est une urgence, oui, ça dépend si elle est, vous voyez ce que je veux dire. Non, mais là, on est bien dans des choses quand même qui sont assez, c'est-à-dire que comme on ne veut pas remettre en cause le système qui dysfonctionne, eh bien, on essaie de trouver des pis-aller en trouvant des solutions qui n'en sont pas. Le problème aujourd'hui, c'est que dans les hôpitaux, dans notre système de santé, il y a eu des coupes qui ont fait qu'aujourd'hui, on a trop réduit le nombre de lits et que dès qu'il y a un petit pic, les lits sont adaptés à une société qui va à peu près bien. Dès qu'il y a un pic, eh ben, on est complètement, c'est comme les crues, on est complètement hors du truc et donc on n'a rien prévu, on se retrouve inondé.
On sera évidemment emmené à en reparler parce qu'on va voir de très près, suivre de très près ce qui va se passer donc concernant cette gestion, donc avec nos auditeurs aussi qui peuvent nous appeler au 01 40 33 9000, qu'ils soient dans le milieu comme Nadera d'ailleurs, ou peut-être un simple patient, pour nous dire comment ça se passe dans les hôpitaux français et dans certains hôpitaux. On n'hésite pas à me dire d'ailleurs sur par mail que on peut considérer qu'on est un pays du tiers-monde, hein, dans certains endroits, comment on est traité, et dans certains endroits, en campagne notamment, où il y a un manque cruel d'hôpitaux, puisque t'en parlais avec lui tout à l'heure, on procède à des fermetures, que ce soit de services ou de centres hospitaliers, donc c'est vraiment la catastrophe dont c'est géré, et pendant ce temps-là, François Fillon annonce la suppression de 500 000 fonctionnaires. Bon, mais même la gestion humaine, je veux dire, comment est-ce que le personnel est géré? Si on pousse à craquer, la violence qu'il subit par sa hiérarchie, il va l'exprimer envers les patients. Ouais. Allez, dans un instant, on va passer. Ils vont être agressés aussi dans le cadre de travail. Les gens qui vont pas avoir de réponse, ça va les exacerber. Ouais. Ça va créer de la violence dans la violence. La violence va répondre à la violence, et donc du coup, on est en train de créer des situations conflictuelles dans les hôpitaux, là où on devrait trouver plutôt de l'apaisement et un système de santé adéquat, quoi. Hakim Melouli, Yasser Louati sont avec vous. Ils vont nous livrer leurs avis tranchés dans un instant, et puis on va revenir sur cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre. Vous pourrez aussi intervenir au 01 40 33 9000 lgf@francemayabdo.fr. C'est l'interdiction de la fabrication et de la commercialisation de la burqa au Maroc. On y revient dans un instant, ne bougez pas. On prend un petit détour par le théâtre, puisque notre ami Kerry James est au théâtre du Rond-Point depuis hier, et Sabrina Artiste, donc de la team LGF, y est partie. Elle nous racontera ce spectacle, histoire de vous donner envie d'y aller. Vous avez quelques jours pour ce faire. LGF, le grand forum, oui, c'est bien sur France Magado, la bonne radio avec Hakim Melouli, Yasser Louati aujourd'hui pour m'accompagner, m'épauler bien sûr. Je rappelle à tous les auditeurs qu'il y a un nouvel espace, ça s'appelle la Libre Antenne, entre 17h40 et 17h50, et vous allez pouvoir ainsi nous dire ce que vous voulez, par exemple engueuler nos chroniqueurs, ou moi aussi d'ailleurs, nous dire ce que vous voulez, coup de gueule, coup de cœur, nous faire part d'un événement qui se passe auprès de chez vous, un espace de démocratie participative, voilà, pour que vous puissiez intervenir et réagir sur les sujets de votre choix. 10 minutes pour ce faire, donc tout à l'heure, pour que ça aille très vite, entre 40 et 50 de 17h, Anne Paloupé donc. Et puis on va parler de théâtre dans un instant avec Sabrina Artiste, qui est partie voir la première du spectacle de Kerry James hier soir, le spectacle de Kerry James au théâtre du Rond-Point, pardon, pour quelques jours, et elle nous racontera donc ce spectacle. Mais pour l'heure, on va passer aux avis tranchés, mon cher ami Hakli. C'est toi qui a été désigné comme le premier, on y va. Non, ça c'est le coup de cœur qu'on écoutera tout à l'heure. Le jingle, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors mon cher ami Hakim Melouli, voici le premier avis tranché pour cette année 2017 en ce qui te concerne. Bien, pour bien commencer l'année, on peut partir sur un avis sur acteur ou spectateur, et je trouve ça, parce que j'observe un petit peu ce qui se passe, et c'est vrai qu'actuellement, effectivement, avec les réseaux sociaux et tout ça, on voit de plus en plus de gens qui sont non seulement spectateurs de la vie en général, mais qui en deviennent des commentateurs. C'est-à-dire qu'ils essaient de faire l'opinion dans des commentaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans l'action, et donc ils vont dire quelle est la bonne action, ou alors ils vont créer de la suspicion. On n'est plus dans le commerce de travail, et donc on a aujourd'hui tout un paquet de gens qui se disent acteurs, mais acteurs de quoi? Parce qu'il n'y a pas d'action derrière, c'est-à-dire qu'ils ne change pas, il ne transforme pas les choses. Par contre, on commente allègrement, et donc je trouve que on est dans un monde qui est en train de glisser sur le virtuel, alors que normalement l'engagement c'est d'agir en fonction de certaines valeurs. Les gens peuvent ne pas être d'accord, mais il leur appartient d'agir et de faire par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense que des gens, leur engagement ne nous convient pas, il est bon de s'engager soi-même et de faire aussi. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de se rapproprier les choses, de les faire si on n'est pas. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans ça. On est dans une espèce de gens qui sont commentateurs, qui sont dans la critique, mais qui ne sont qui ne critiquent rien d'ailleurs, puisqu'ils sont dans la critique destructive et non pas constructive. Ils cherchent pas à améliorer, ils cherchent à exister en essayant comment dirais-je, de s'accrocher comme la moule au rocher à ceux qui font pour
dénigrant ou en essayant de déstabiliser leur action, essayer d'exister et de se poser comme une alternative qui ne propose aucune issue d'ailleurs. Et c'est là où c'est assez intéressant. Et donc je crois qu'aujourd'hui il faut revenir à la réalité, c'est à l'engagement, c'est ce qu'on fait réellement sur le terrain, c'est ce que l'on fait philosophiquement pour changer les choses, parce qu'on peut aussi être engagé politiquement pour changer les concepts, changer les termes du débat, les clés du débat. C'est aussi une action philosophique de changer ce qui est dans notre société. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que je dis aux gens, je pense que le meilleur moyen de la meilleure critique que l'on peut opposer à quelqu'un, c'est d'agir et de montrer par l'action la divergence ou la différence, et non pas que dans le discours. Il y a l'action discursive et l'action militante qui ne sont pas sur le même temps et dans la même temporalité. Voilà pour ce qui est de l'avis tranché de notre ami Akli Melouli. Vous pourrez bien sûr réagir tout à l'heure et nous donner votre avis si vous souhaitez nous dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cet avis tranché. Vous pourrez le faire donc tout à l'heure dans le cadre de la libre antenne, tout à l'heure 17h40, 17h50. Voilà le rendez-vous. Avant de retrouver l'avis tranché de notre ami Yasser Louati, on va faire une petite escale du côté du théâtre, mon cher ami Akli et Yasser, avec Sabrina Artis qui est avec nous. Bonsoir Sabrina. Bonsoir tout le monde. Comment ça va Sabrina? Ça va et vous? Eh ben écoute, formidable. Donc tu étais hier au théâtre du Rond-Point. Yes. Pour aller voir ce spectacle donc de Kerry James. Ouais, je suis partie la pièce de théâtre Avis, qui s'appelle Avis, la première pièce de théâtre écrite par Kerry James, qui joue également avec, si ma mémoire ne me fait pas défaut, ils sont deux en fait sur scène avec Yannick, je crois que c'est le noir, je ne suis pas sûre, en tout cas Yannick. Et franchement, tu te souviens hier, tu me disais à l'antenne, tu nous diras ce que t'en penses, pas de langue de bois, tu t'en rappelles? Exactement, c'est ce que j'attends de toi. Et ben sans langue de bois, j'ai été bluffée, mais vraiment bluffée. Donc il a, si tu veux, la pièce de théâtre dure à peu près 1h15. J'ai trouvé ça presque trop court. C'était excellemment vraiment mise en scène en fait, dans le sens où, si tu veux, les deux jeux d'acteurs étaient, il y avait une combinaison, ils matchaient super bien ensemble. J'ai envie de vraiment, ce que j'ai aimé en fait, c'est que ça touche tout type de public, tu vois. On s'attend, la vraie question de toute la pièce de théâtre en fait, c'est l'État est-il seul responsable de ce qui se passe dans les banlieues? Et en fait, ils sont deux jeunes avocats en concours d'éloquence, où ils doivent justement, il y en a un qui dit que oui, l'État est responsable, et l'autre dit non. Et en fait, ils ont tous les deux des arguments et contre-arguments. À chaque fois, en tant que spectateur, tu regardes, tu te dis ah ouais, c'est vrai, il a raison. Et puis t'entends l'autre, tu dis ah ouais, mais là aussi c'est vrai, il a raison. Et puis tu vois, il y a de la finesse, un peu de subtilité, il y a vraiment de la finesse même dans l'humour, tu vois. Ouais. Alors c'est une pièce qu'il a écrite, je crois. C'est une pièce qu'il a écrite qui est extraite en fait de son film qu'il va tourner cet été. Donc qui sera un petit peu aussi plus ou moins sur ce thème-là, entre autres. Là, c'est vraiment extrait du film. Et cette pièce de théâtre, elle est intéressante. Moi, ma question, c'était quel public va-t-il y avoir? Franchement, je t'avoue que ma curiosité, c'est ça. Et ben, franchement, je vais pas te mentir, il y avait au moins 65-70% de gens qui étaient au-dessus de 40 ans, vraiment. Et quel a été l'accueil du public pour ce spectacle? Standing ovation. Ouais. Alors on a vu Kerry, comme moi j'avais une invitation, on avait la possibilité d'aller le voir en off et tout, on est parti le voir et c'est vrai qu'il était, on sent que c'est un nouvel exercice pour lui, on sent que c'est vraiment quelque chose de différent, pourtant il a l'habitude de la scène, et en même temps il était vraiment soucieux de savoir si, non pas ça a plu, mais de savoir si on avait compris le message, comment est-ce qu'on réceptionnait le message, puis son jeu d'acteur aussi, parce que c'est pas un acteur, son jeu d'acteur aussi. Là, et justement, en tant qu'acteur, est-ce qu'il est aussi bon qu'en tant que rappeur? Alors, disons que, en toute honnêteté, disons que comment est-ce qu'il se présente en tant qu'acteur, dans cette scène dans cette pièce de théâtre, pardon, comment il se positionne, il met réellement en valeur le verbe. Donc du coup, oui, en tant qu'acteur, là, il y a rien à dire. Parce que il joue certaines émotions, il est taquin. Donc on retrouve vraiment le Kerry James qu'on connaît dans ses textes en fait. Bon, est-ce que messieurs, Sabrina vous a donné envie d'aller voir le spectacle de Kerry James au théâtre du Rond-Point?
Bon, comme d'hab, oui. Oui, bon. C'est Sabrina. Ah non, franchement, là, les yeux fermés, vous ne serez pas déçus. Vraiment, honnêtement, c'est pas pour faire de la pub gratuite parce qu'il en a pas besoin, mais vraiment, je pense que ça fait partie, c'est un peu Kerry James, on le connaît pour ce rap conscient. Ouais. Et là, j'ai envie de féliciter, et c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs, et c'est ce que je continuerai à dire, c'est qu'à travers cette pièce de théâtre, il touche un autre public avec un discours conscient, parce que dans son rap conscient, c'est un discours conscient. Ouais. Et c'est là que je félicite ça. Et deuxième chose, et je m'arrêterai là-dessus, c'est aussi, et c'est ça que je trouve qu'il faut saluer comme initiative, c'est aussi, on sait que Kerry James c'est un exemple pour beaucoup de jeunes de banlieue, et c'est vraiment la possibilité de dire aux jeunes de banlieue, oui c'est vrai, avec le rap tu peux faire des belles choses, tu peux t'en sortir, tu peux ne pas que parler de voitures ou de belles filles et puis basta, tu parles aussi de choses qui sont conscientes et qui font réfléchir, et finalement il n'y a pas que le rap aussi, il y a le théâtre, parce que les jeunes ne fréquentent pas assez les pièces de théâtre. C'est vrai. Ça reste cher quand même le théâtre, mais bon. Ouais. Comment ? Ça reste cher le théâtre, c'est pas très accessible à tout le monde, c'est pour ça. Là, pour les moins de 30 ans, c'est quand même 14 ou 18 euros. Hein. Ouais, quand même. En tout cas, ça vaut le coup, hein, qui dira ? Bah, moi, je veux dire, enfin, au-delà de la qualité de la pièce et du discours, parce que c'est vrai qu'une pièce, c'est aussi en fonction de ce que ça nous parle ou ça nous parle pas. Donc, mais moi, j'irais pour le principe, c'est-à-dire que Kerry James, on parlait tout à l'heure de l'étranger, c'est-à-dire que c'est un militant. C'est quelqu'un qui est engagé. Je sais pas s'il fait du rap conscient. En tous les cas, il est militant. Il fait du rap conscient avec lui. Je sais, mais c'est l'expression, parce que j'aime pas ce genre d'expression comme ça. Il est surtout avant un militant engagé, quoi. Il a des valeurs, qu'il soit c'est surtout ça il dénonce des choses, et donc comme il est un peu boycotté par certains médias qui voudraient nous imposer la façon unique de penser, je pense qu'on doit soutenir des gens comme Kerry James, parce que c'est comme ça qu'on soutient aussi une autre parole, comme quand on soutient des médias dits entre guillemets comme etc. Ça permet d'avoir une autre parole et de faire avancer dans la société une autre façon de voir les choses, et je trouve que l'apport de Kerry dans ce débat d'Alix et dans ce débat et tout est intéressant, parce que il a eu une autorité et il utilise sa autorité pour porter des valeurs et pour permettre l'expression des minorités discriminées, bafouées, etc. Sabrina. Justement, Akli, là où je rebondis sur ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est que on le sait effectivement, Kerry ne va pas faire l'unanimité médiatique parce que il dit pas ce qu'on a envie d'entendre. Et là, il faut savoir qu'hier, il y avait nos confrères européens, il y avait Paris Première, il y avait du beau monde. Voilà, ah oui, franchement oui, et finalement c'est médiatiser toujours le même propos, parce que quand on l'entend, les gens qui connaissent le texte retrouvent exactement ce qu'il dit, mais sous une autre perspective, et bien en fait c'est retrouver la possibilité de médiatiser ses propos d'une autre manière, et ça franchement c'est intelligent. Alors la pièce, on rappelle, s'appelle comment et ça se joue jusqu'à quand ? Alors la pièce s'appelle Avif. Et Théâtre du Rond-Point. C'est tous les jours à 18h30. Ouais. Et il y a même, donc c'était jusqu'au 22, et finalement il y a une prolongation jusqu'au 28 janvier. Donc c'est tous les soirs 18h30 au Théâtre du Rond-Point. Sans relâche, pas de relâche. Ouais, je crois 1 jour ou 2 jours de repos par semaine, mais je veux dire, donc c'est tout indiqué sur le site internet du Théâtre du Rond-Point, ou alors sur la page officielle Kerry James officielle. Bon bah super, je crois qu'il peut t'engager comme manager pour le coup. Merci beaucoup Sabrina. En tout cas, je sais que moi j'y retournerai, ce que je disais, parce que on parle de Kerry, mais il faut savoir vraiment que la personne qui l'accompagne sur scène, elle est excellente, et ils se mettent en valeur vraiment d'une manière, vraiment une vraie finesse. Et ce que je disais donc à ce comédien, je lui disais franchement j'ai qu'une hâte, c'est de revenir dans 1 semaine ou 2 pour pouvoir, là c'était la première, il y a quand même une pression de vous voir encore sur scène et voir un petit peu comment ça a évolué. Le mieux, je peux vous conseiller, c'est d'aller à la dernière, ça peut être au top ça aussi. Voilà, en tout cas merci Sabrina, donc t'as passé une bonne soirée, tant mieux. Et puis tu nous as donné envie d'y aller, donc on va y aller. Merci beaucoup Sabrina. Allez, bonne fin d'émission. À très vite. Merci beaucoup Sabrina Artiste, donc qui est partie au Théâtre du Rond-Point pour voir la pièce Avif de Kerry James, que l'on vous conseille. Mon ami Yasser, est-ce que t'es prêt mon ami? 15 secondes, il n'y a pas un petit jingle Le jingle, ça y est, il est parti depuis tout à l'heure. Donc on va refaire le jingle. Ok, il est là le jingle. Allez, on va écouter le jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Juste pour le plaisir de réécouter le jingle, évidemment, par notre ami Yasser Louati qui va nous confier ses résolutions.
On peut commencer ou pas? Eh ben on y va. Comment est-ce qu'il est mon micro? Il est au top, hein, vas-y. Alors, nouvelle année, comme toujours, nouvelle résolution. Pour 2017, j'aimerais croire que nous sommes capables de prendre des résolutions, ou plutôt les résolutions nécessaires, même si elles peuvent être amères, parce que vu l'urgence, elles ne seront que salutaires. Que ce soit dans la lutte contre l'islamophobie, les violations des libertés publiques, le virage répressif, les inégalités, et plus généralement dans nos luttes communes pour la justice sociale, ma réflexion est que nous avons besoin de faire évoluer nos modèles de fonctionnement, et même, si je ne me pose pas en tant que donneur de leçons, j'ose me poser comme observateur engagé depuis à peu près 1995. J'estime pour ma part que j'ai une responsabilité aussi bien dans nos réussites que dans nos échecs. Il y a quelque temps, je m'étais exprimé sur l'état de notre monde associatif et dénoncé de manière objective, enfin je pense, les manquements que nous connaissons tous, nous ne valons pas la face. Je dénonçais par exemple les tendances hégémoniques de bien des associations, l'égocentrisme de bien des militantes et militants, le manque de transparence, les rivalités entre chapelles, au point de voir les comportements qu'on dénonce chez les élites se reproduire au sein même de nos associations, censées les défier. Qui est de la volonté de détruire d'autres associations? Qui est du boycott d'associations ou de militantes ou militants qu'on ne voit pas comme des alliés naturels, mais comme des rivaux? Qui est du refus de mettre en avant d'autres initiatives qui justement nous sont complémentaires? Qui est de l'ambition personnelle et démesurée au point qu'une personne met la cause défendue à son service au lieu d'être elle-même ou lui-même au service de cette cause? L'engagement politique, on sait tous, repose sur la pluralité, la coordination et la solidarité. Et une des raisons pour laquelle nous avons tant de mal à avancer, je pense, c'est parce que chacun à différentes échelles veut le monopole absolu. Moi je, en oubliant de fait que ce ne sont pas les associations et encore moins les individus qui remportent les batailles, mais bien les coalitions. Que fait l'oppresseur pour décrédibiliser une cause? Il va vous dire, vous voyez, c'est toujours les mêmes qui portent le même combat. Vous voyez, c'est un combat marginal. Et donc, par ce comportement hégémonique, on est en train d'alimenter ce discours qui tend à rendre la cause marginale. Et pour aller encore au-delà, lorsque demain on appuiera sur le bouton de la répression, et croyez-moi, ça arrivera, on réduit le nombre de cibles pour l'oppresseur et bien entendu pour discréditer la cause. Un épisode m'est resté en travers de la gorge, c'est celui d'un militant poursuivi en justice par la mairie de sa ville et qui n'a trouvé que peu de soutien pour l'aider à payer ses frais d'avocat. Il m'avait envoyé un message, j'avais partagé le lien pour faire une collecte et absolument personne sur Facebook, parmi les gens que je connais, n'a partagé cette page pour payer ses frais d'avocat. Et croyez-moi, à ce moment-là, on se sent bien seul. Mais je vais continuer dans ma réflexion. Quand on s'engage à défendre la veuve et l'orphelin, pourquoi ne pas faire en sorte que la veuve et l'orphelin, justement, apprennent à se défendre par eux-mêmes? C'est pas ça l'autonomie? Ou bien est-ce qu'il faut continuellement leur dire, vous êtes des victimes, il faut pleurer, donnez-nous un petit peu d'argent? Je me réfère d'ailleurs à Malek Benabi, paix à son âme, qui pose comme condition de tout renouveau ou de renaissance la libre circulation des idées. Or, soyons honnêtes, comment pouvons-nous avoir des espaces sécurisés pour la circulation des idées, du partage d'expériences et de l'évolution intellectuelle dans un milieu qui est gangréné par l'égocentrisme et les rivalités? Pouvons-nous vraiment avancer lorsque chacun pense qu'il doit agir seul de son côté et réfléchir seul tout autant? Comment faire émerger de nouvelles têtes, de nouveaux talents, sans jamais effectuer un transfert de compétences par justement l'éducation populaire, en ayant des espaces pour faire savoir, apprendre des nouvelles compétences et justement faire émerger de nouvelles têtes? Pire encore, alors qu'on fait face à un besoin endémique de formation dans la sphère militante, voilà que certains petits malins proposent des formations payantes aux personnes qui supportent déjà le poids du racisme et de la domination. C'est comme si les mouvements de résistance s'étaient ou se mettent à offrir des formations payantes aux peuples qui sont censés libérer du joug de la domination en leur disant « Donnez-nous les sous-sous, on va vous apprendre à vous défaire de la domination ». On est donc bien dans l'entrepreneuriat associatif sur le dos des populations dominées en plus de fonctionnement structurellement défaillant. Ce que je dis n'est pas agréable. Ça, je l'entends, mais aussi je l'assume. Je renvoie les auditeurs sceptiques vers les manuels de management pour comprendre ce qu'est l'effet de groupe et combien le consensus au sein d'une équipe est toujours une mauvaise nouvelle. Et justement, à cause de cet effet de groupe, l'allégeance ne se fait plus envers les idéaux défendus, mais envers ce même groupe qu'on ne veut pas se mettre à dos et les personnalités qu'on ne veut pas froisser. Et donc, par le chantage affectif ou le chantage à la discorde, du genre, si tu parles, ça va desservir la cause, on en arrive à faire taire les voix dissonantes.
alors qu'au même moment, on ne met pas en place des lieux sûrs pour justement apporter la contradiction et s'exprimer sans crainte de répercussions. On finit par tomber dans les logiques sectaires, malheureusement. Refuser la contradiction, pour moi, est un aveu de faiblesse et nos luttes ont besoin de gens forts. Ceux qui finissent par se démobiliser et cessent de militer ne sont pas tous des traîtres à la cause et des faibles qu'il faut jeter en pâture, mais illustrent bien un dysfonctionnement majeur qu'il faut traiter. Ce qui peut nous arriver de pire, c'est de faire émerger une oligarchie associative, élitiste et mue par l'entre-soi, soucieuse de son statut social et qui voit la cause défendue comme un plan de carrière individuel. Je termine par la pensée suivante. Il n'y a rien à gagner quand on est militant, il n'y a que des coups à prendre. Qu'est-ce qu'on fait lorsque les militants ou les militantes ne s'engagent que pour un gain financier ou bien une carrière personnelle? 2017 va être une année violente et nous avons besoin plus que jamais de sincérité pour durer et d'absolument tout le monde. On ne peut pas dénoncer une injustice en commettant une autre. Et je termine, pour faire court, pour ma part, que si nous voulons arriver à remporter des batailles, nous sommes censés être meilleurs que ceux que nous dénonçons et pas leurs semblables. Yasser Louati pour ses résolutions quelque peu amères pour cette année 2017. Mon cher ami Akli, tu les partages, ces résolutions amères ? Enfin, je sais pas si elles sont amères ou si elles dénoncent les dérives. Je pense qu'effectivement aujourd'hui on est il y a beaucoup de dérives. Je crois que les gens ont du mal à assurer l'altérité. Je pense qu'on est plus dans les épiceries sociales que dans la volonté de construire les choses ensemble, c'est-à-dire de se fédérer sur des valeurs. Parce que c'est vrai que seul on ne peut rien faire, quelle que soit la qualité des réseaux. Je pense qu'il faut se fédérer sur des objectifs, des valeurs et accepter la contradiction et le débat. Encore une fois, quand on est dans la contradiction, il faut que ce soit effectivement, elle soit constructive, qu'elle apporte une plus-value, quoi. Parce que s'opposer pour s'opposer ou critiquer pour critiquer, ça n'a aucun intérêt, si ce n'est pour construire quelque chose de mieux ou d'avancer. Et donc là-dessus, oui, bien sûr qu'on partage ce constat. Je pense que les gens, faut qu'ils comprennent que le nombril, c'est pas la fin du monde. Voilà, donc eh bien voilà, le avis tranché en tout cas de Yasser Louati. Vous pourrez réagir tout à l'heure dans la libre antenne pour l'engueuler ou pas d'ailleurs, si vous êtes d'accord ou pas, comme celui d'Akli. La contradiction bénéfique, je évidemment. 17h40, 17h50 pour la libre antenne, libre expression, démocratie participative, donc tout à l'heure sur France Maghreb. Pour l'heure, je vais revenir et là aussi je sollicite votre avis, amis auditeurs, 01 40 33 9000 lgf@francemaghreb2.fr. Les autorités marocaines interdisent la confection et la commercialisation de burqa sur le territoire national. Une décision condamnée par les leaders salafistes du Maroc, mais aussi par certains défenseurs des droits de l'homme qui pointent du doigt une atteinte aux libertés individuelles, contre-productive pour les uns, liberticide pour les autres. Donc si l'interdiction de vente et de confection de la burqa est critiquée par une partie de l'opinion, Najwa Boukous, militante de la cause féminine, elle salue la décision. Écoutez. Dans le bon sens, je peux même avancer que je suis pour l'interdiction du port même de tout ce qui peut cacher l'identité d'un individu, un homme ou une femme, dans un espace public. C'est une menace à notre sécurité, c'est une menace à notre respect. Voilà, en tout cas pour cette militante, le Maroc n'a pas officiellement interdit de ce port de ce type de voile intégral. Une chose est sûre, les circulaires officiels diffusés sur Internet parlent bien du vêtement à go-burqa, mais difficile de savoir en tout cas si la mesure concerne aussi un autre voile décrié, le niqab, cette longue robe noire masquant entièrement le visage, un phénomène donc vestimentaire nouveau au Maroc. Alors que pensez-vous de cette interdiction qui est faite? Et les autorités marocaines, je vous le dirai dans un instant d'ailleurs, pressent et veulent aller très vite sur ce sujet. Yasser Louati. Ma position, elle est similaire que celle que j'adopte ici chez moi en France, c'est que qui est l'État pour légiférer sur la tenue des femmes qui choisissent de s'habiller comme elles le souhaitent. Je veux dire, le but c'est pas d'être d'accord ou pas d'accord, c'est qu'il y a un cadre où les libertés doivent pouvoir s'exprimer, c'est un lieu public, donc je pense pas que ce soit au gouverneur, ni au président, ni je ne sais qui, de définir à la place des adultes majeurs et vaccinés comment elles doivent s'habiller, quand même on peut ne pas être d'accord. Mais le problème, c'est que lorsqu'on ouvre la porte de la législation sur les tenues vestimentaires, on commence par quoi et on finit par quoi? Akli ?
Oui, je crois qu'il y a quand même, dans ce côté, il y a quand même beaucoup de confusion. Il y a le sentiment personnel de ceux qui sont pour ou contre. La question, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est quel est le rôle d'un État, par exemple. Là, on est dans le cas, pour pas aller, parce que c'est trop long. L'État n'a pas à s'occuper de la tenue vestimentaire. Par contre, il a... Pour des raisons de sécurité, hein. Non, mais quelle raison de sécurité? Oui, comme en France. Comme en France. Ils peuvent très bien lui demander de faire. Il y a tellement de trucs. Mais je finis. On peut, vous savez, pour des raisons de sécurité, on utilise souvent ça pour réduire les libertés des autres. Ouais. Moi, je ne suis pas prêt à réduire mes libertés pour des questions de sécurité parce que les libertés, c'est ce qu'on a de plus cher. Mais je finis. Et donc, je dis à un moment donné, quand un État en arrive à légiférer sur des tenues vestimentaires, il y a peut-être pas, il y a des choses peut-être beaucoup plus importantes. Je pense que on ne peut pas imposer. Par contre, effectivement, s'il y a des violences qui sont faites sur les femmes, moi, je les invite à légiférer sur des lois qui protègent mieux la femme. Ouais. Plutôt que d'interdire la confection d'un burqa, pourquoi on met pas des lois dans les pays, effectivement, la violence conjugale, comme nous, en France, comme je demande en Algérie, comme je demande dans tous les pays musulmans, qu'effectivement, sur les violences conjugales, sur les agressions, sur tout ce qui est fait, les violences qui sont faites aux femmes, il y a des lois fortes qui sanctionnent fortement les actes. S'il y a effectivement des manipulations, qu'on sanctionne, qu'on poursuive, qu'on utilise la loi, mais qu'on arrête de faire des faux débats et de se donner bonne conscience en disant on a supprimé et ça va régler le problème. C'est faux. Alors, selon la presse locale, les autorités ont donné 48 heures aux commerçants pour se débarrasser de leur stock de burqa. Cette mesure, donc évidemment symbolique, renforce l'image d'un Maroc à l'islam tolérant, dont les institutions s'opposent en adversaire déclaré au fondamentalisme religieux. Voilà pour ce qui revient sur cette affaire. C'est logique ce que je veux dire, c'est comme argument. Dire c'est quoi cet islam tolérant avec un législateur? C'est ce qu'on entend faire passer le Maroc, l'islam tolérant, un islam. Mais justement, l'islam tolérant, c'est là où les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Bon, on va voir ce que en pense Brahim, qui nous appelle lui de Marseille au 01 40 33 9000. Bonsoir Brahim. Brahim. Bon bah ça y est, il s'est caché lui sous sa burqa, Brahim. 01 40 33 9000. Oui, alors sur l'argumentaire donc du Maroc qui insiste sur l'aspect sécuritaire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des événements qui se sont déroulés il y a peu de temps dans les mosquées où des hommes ont justement mis ce vêtement pour aller agresser des femmes dans les mosquées et les voler. Donc pour les risques aussi d'attentats que le Maroc prend très au sérieux. Vous savez que le Maroc est aussi dans la cible de différents réseaux terroristes à travers le monde. Alors pour des raisons de sécurité, vous comprenez pas vous cette interdiction. Et on peut imaginer éventuellement demain que la France, par exemple, interdise à l'occasion, je sais pas, de la tenue du salon au Bourget qui a lieu chaque année, la vente de burqa. Est-ce qu'on peut en arriver jusque là? De toute façon, ils vont encore utiliser l'argument du Maroc. Ils vont dire, vous voyez, ça s'est fait au Maroc, donc on peut le faire en France. Voilà. Et on va encore envoyer les musulmans vers l'importement. Mais bien sûr, ça sera on s'est servi de la Turquie, de la Tunisie pour justifier. la boîte de Pandore. Voilà. Donc, franchement, on est en train d'ouvrir encore une fois une boîte de Pandore et on sait pas où ça va s'arrêter. Et le fait d'avoir accepté cette logique et ce précédent qui est établi par le législateur, dans ce cas-là, on est vraiment, en mesure de se dire, demain, ça commencera par la burqa, et ça ira ailleurs sur autre chose, en justifiant justement de la sécurité. Alors la sécurité, c'est justement... J'attends une loi qui interdise la mini-jupe. Ah mais non, c'est pas près d'arriver mon ami, hein. Attention. Hein. Attention, dans les deux sens, voilà, oui. Oui, quand on est dans le ridicule, on peut y aller. Hein. Non, mais je parle par exemple pour mon cas, moi, dire qui vient du transport aérien, j'ai connu des filles qui étaient obligées de mettre une mini-jupe. Et pour elle voulait mettre... Non mais c'était obligé. Dans les tenues de travail, certaines personnes sont obligées de s'habiller comme ça. Salle des opérations, veut dire le commande bord qui dit à son hôtesse, non, tu mets une mini-jupe parce que c'est mieux pour le client. Nasser, ne bouge pas, on est de retour très vite après la pub, d'accord Nasser? Vas-y, je t'en prie. Tu nous appelles d'où Nasser? Ouais, je t'appelle de Villetaneuse. Ok, à tout de suite Nasser. T'as enlevé ta burqa, c'est bon, tu peux t'exprimer? Bon, y a pas de problème. Bon, à tout de suite, alors ne bouge pas. Sur France Maghreb, à suivre aussi le j'aime ou j'aime pas. Et puis on va parler d'Emmanuel Macron. Est-ce l'homme qui va créer la surprise à la présidentielle? En tout cas, on est en train de nous faire croire ou de nous vendre, en tout cas, Emmanuel Macron comme le troisième homme de cette présidentielle. France Maghreb 2. Le LGF, le grand forum, bienvenue à tous en ce mercredi 11 janvier. D'ailleurs, premier jour des soldes. Les soldes d'hiver ont débuté ce matin. Apparemment, les gens ont donc se ruaient dans les magasins. On annonce quand même des chiffres en baisse. Visiblement, le porte-monnaie, il n'y a plus d'argent visiblement pour les soldes d'hiver. Donc les commerçants s'inquiètent. Alors retour sur cette polémique et cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre donc du côté du Maroc et cette interdiction faite à la burqa au Maroc avec Nasser qui nous appelle de Villetaneuse. Bonsoir Nasser. Bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités. Bonsoir. Bah écoute, moi personnellement, j'ai rien contre.
sincèrement. Comme ils disent pour le niveau par rapport à la sécurité, c'est compréhensible. Parce que je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le burqa ou le niqab. Et on voit même pas les yeux. Même pas les yeux, on voit pas les yeux. Ouais. Même les yeux, on ne les voit pas. Et au Maroc, à la base, c'est ce qu'il y a. Il y avait, comment dire, on voit quand même les yeux, il y avait un espèce de petit voile qu'on mettait sur la bouche, voire le nez à moitié. Ça, voilà. Très bien. Vous comprenez, Nasser, vous, le fait que le Maroc interdise pour des raisons de sécurité. Exactement. Bon. Il n'y a pas de débat à avoir dessus. Et je vois pas où est-ce qu'elle est, comment on va dire, la liberté d'empêcher et de s'habiller correctement ou pas. Je vois pas. Sincèrement, non. Bon, très bien. Voilà, merci beaucoup Nasser en tout cas pour vous être exprimé. Donc Nasser lui ne voit même pas d'ailleurs pourquoi on débat là-dessus, puisque lui il comprend la justification, le fait que le Maroc justifie ça pour des raisons de sécurité. Donc monsieur, il va à l'encontre de vos propos. Dans ce cas-là, il faudrait savoir combien de femmes meurent au Maroc sous les coups de leur mari. D'accord. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi justement légiférer contre les violences conjugales? Et sur aussi le fait qu'il y a quand même un truc assez frappant au Maroc, c'est ces femmes qui sont violées, qui sont mariées de force avec leur violeur après. Non, mais attendez, et juste Christophe, il faut faire attention entre le fait qu'on dit oui pour des questions de sécurité, il faut arrêter la simplicité intellectuelle. Derrière tout ça, à quoi ça correspond? Quel type de société on veut? Quel projet de société? Parce que les libertés, quand on commence à les renier, que ce soit là-dessus, même si moi je suis contre la burqa, à titre personnel, j'ai aucune affinité avec ça. Mais la question n'est pas de savoir si on est pour ou contre ou si c'est à titre personnel. La question est de savoir c'est quel modèle de société on veut. Comment une société peut légiférer? On a eu même débat en France en 1905, il y en a qui voulaient interdire les soutanes dans l'espace public. C'est ça. Heureusement qu'il y avait des gens comme Briand Jaurès qui leur ont dit mais attendez, on va où là? On ne peut pas. Et donc il faut faire attention. Je ne crois pas que ce soit un état de légiférer. La loi c'est pour donner un cadre. Je ne crois pas que ce soit un état de légiférer sur les tenues vestimentaires. Par contre, je crois que c'est un état de légiférer pour protéger sa population. Les violences faites aux femmes, les viols, les agressions, etc. Ça doit être condamné parce que c'est le rôle de l'État de mettre des garde-fous pour protéger sa population. Bon, eh bien, on en termine avec ce sujet en tout cas et on peut continuer d'en parler sur le mobile répondeur, notamment 06 18 21 56 41 24 heures sur 24. Ou peut-être si vous souhaitez aussi apporter des compléments d'information dans le cadre de la libre antenne 17h40, 17h50. Pour l'heure, on passe au j'aime ou j'aime pas qui va être très garni aujourd'hui. J'aime ou j'aime pas ou je m'en fous, Yasser Louati et Akli Melouli. Alors Rotterdam, Berlin et donc la ville de Paris, en solidarité avec l'attentat de Jérusalem, a placardé le drapeau israélien lundi. Ça se passe à Paris, sur le mur central de la mairie de Paris. Est-ce que la mairie de Paris a mis en valeur le drapeau français quand des diplomates ont été humiliés par les soldats israéliens? C'est vraiment ridicule. Oui, je suis contre. Akli? Ouais, effectivement, je trouve qu'il y a deux poids deux mesures. Quand il y a effectivement des victimes en Palestine, on ne met pas les portraits des enfants palestiniens qui sont morts. Donc je trouve ça ridicule. Je pense que c'est franchement, en plus c'est des militaires apparemment qui est au truc. Je pense que si on devait mettre un drapeau, c'est des soldats, oui, c'est des soldats. Si on devait mettre un drapeau, en plus juste après effectivement que Israël a démontré que le gouvernement actuel, je parle pas des gens qui bafouent, c'est quand même l'État qui bafoue le plus les résolutions internationales. Là, il faut quand même pas l'oublier. Et moi je trouve effectivement, je pense que si on devait mettre des drapeaux chaque fois que des soldats dans tous les pays de la planète sont tués, on va pas arrêter de faire des drapeaux sur nos frontons. Je pense qu'il faut revenir à la raison. Mais ça montre la puissance des personnes qui encadrent justement Hidalgo. Je pense que on se rappelle de l'épisode Tel Aviv sur scène. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas donner l'impression qu'on est dans le deux poids deux mesures ou qu'on est dans l'impression qu'on est dans le parti pris et non pas dans le droit de l'homme, l'humanisme, la justice sociale, la justice internationale. Un point un peu plus légère, infidélité. Écoutez bien, un tiers des femmes françaises a déjà trompé son conjoint. En tout, ce sont 48% des Françaises qui se seraient adonnées à une forme d'infidélité physique selon une étude IFOP. Et apparemment, il y en aurait beaucoup dans le front de gauche. Donc, à mon avis, il faut aller au front de gauche.
Je pense que je vais voter Mélenchon, moi, filiale de trucs. Alors j'aime ou j'aime pas le fait que les Français, enfin les femmes maintenant se mettent aussi à faire comme les hommes. Christophe, sincèrement, ça fait partie de leur vie privée. Tant que les gens, je dis, ne portent pas atteinte, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de gens qui obligent, qui persécutent, etc. Il n'y a pas d'abus, etc. À la rigueur, si c'est consenti entre gens adultes, responsables, parce qu'il y a aussi, faut faire attention aux dérives, franchement, est-ce que ça nous regarde ce qui se passe dans la chambre à coucher des gens? Yasser? Franchement, la vie privée, c'est la vie privée. Je suis un grand défenseur. Et, voilà, très bien. On va parler de la fuite des cerveaux. Ça se passe en Algérie, qui se poursuit puisqu'on apprend que 10 000 médecins algériens ont été recrutés récemment en Europe, selon un article de Algérie Focus. J'aime pas cette fuite des cerveaux de l'Algérie et de ses médecins. Non, moi c'est un j'aime pas mais conditionnel. C'est-à-dire, on peut pas, ouais, c'est ça. En fait, voilà, si on veut dire, on leur donne pas le cadre pour qu'ils puissent travailler dignement et en fonction justement des sacrifices qu'ils ont fait pendant leurs études. La question sur effectivement la fuite des cerveaux, c'est un vrai débat. C'est parce que ça renvoie aussi à la mobilité. Donc normalement les gens ont le droit d'avoir une mobilité, c'est ça. Après c'est effectivement les conditions qu'on leur fait. Par contre il y a quelque chose qu'il faudrait peut-être réinterroger, c'est peut-être qu'ils forment aussi trop de médecins. Il faut regarder le système parce que faut trouver aussi un emploi à la sortie et avoir pouvoir en vivre. Et puis il y a l'autre chose, c'est par contre ce que j'aime pas, c'est que effectivement si c'est les universités algériennes qui ont formé les gens, s'il n'y a pas de retour sur investissement, c'est là où je pense qu'on devrait, comme dans le club de foot, avoir dans les transferts comme ça peut-être une aide substantielle aux universités qui forment des gens, parce que les universités que ce soit en Algérie mais partout dans le monde manquent cruellement de moyens, et je pense que ça. Mais est-ce que l'Algérie manque de médecins? Non, c'est ça la question. C'est pour ça que j'ai dit. Mais ça, il faut vérifier. C'est pour ça que je disais. Mais si, je pense qu'elle, pour le coup, elle en manque pas, mais elle manque cruellement de structures de santé adéquates, d'hôpitaux, etc. Le rappeur Booba pourrait faire le show pour la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça se passe au Gabon. J'aime pas ou je m'en fous? Moi, j'aime pas du tout. Ouais, franchement, on aurait pu trouver un autre modèle, mais bon. Quel message on envoie? Ouais, quel message, hein. Mais c'est remarqué en ce moment en Afrique, on n'est pas très attaché au message, j'ai l'impression. Non, mais c'est encore la mentalité de l'aliéné que François a dénoncé, je veux dire. L'amende pour les stationnements impayés à Paris, attendez, passe de 17 € à 50 €. Impayé ou pour les nouvelles amendes en 2018? À partir de 2018, absolument. Ouais. Alors je pense que Paris est assez. Celui qui a étudié ça est quelqu'un quand même qui a dû bien regarder. Vous savez qu'aujourd'hui la journée de stationnement dans un parking souterrain c'est plus que 17 €. Donc à mon avis, l'amende était moins chère que la journée de stationnement, donc ils ont dû comprendre que les gens peut-être choisissaient la. On n'aime pas avec les. Quoi, moi l'augmentation de l'amende. Moi, pour moi, le stationnement devrait être gratuit. Il y a beaucoup de choses qu'on ne devrait pas payer. Maintenant, j'aime pas les augmentations d'amende par nature. Yasser, il s'en fout, il roule la moto, lui. Non, même en moto, je me prends des amendes de un avis. Sérieux? Mais ma parole, j'ai reçu une amende. J'ai mis mon scooter sur le trottoir, j'ai reçu une amende. Bon, donc j'aime pas parce que c'est du racket. Très bien. Primaire de gauche, écoutez bien, Manuel Valls a fait un meeting dans un gymnase hier à Clermont-Ferrand, un gymnase à moitié vide, à peine 200 personnes, alors que Emmanuel Macron passait par Clermont-Ferrand la semaine dernière, avait fait lui 2000 personnes, et Manuel Valls a dû même annuler un meeting à Rennes, prétextant d'ailleurs que des Bretons allaient venir manifester, hein. C'est le prétexte annoncé. J'aime pas le fait que Manuel Valls n'arrive à récolter pas grand monde dans ses meetings. J'aime avec un grand cœur. Moi, je suis engagé sur la primaire, donc je voudrais pas faire un peu de. Ah bah oui. On a oublié. Vous avez oublié. Donc Joker. Moi je se mouille pas, hein. Ah, c'est un bon démocrate. Non, de dire j'aime ou j'aime pas, c'est plus facile. Je peux dire que je suis satisfait que sa campagne ne prenne pas puisque je soutiens un autre candidat. Ouais. Mais après de dire répondre j'aime ou j'aime pas, qu'il ait du monde ou pas du monde, je pense que c'est pas le. Précision, le j'aime c'est pour ceux qui n'ont pas été justement le voir. Ouais, voilà. Pas pour le fait que lui, mais personne à la. Est-ce qu'on aime, voilà, c'est ça. Moi j'aime les personnes qui se sont dit j'ai pas que ça à faire. Alors, moi je vous invite par contre à un grand meeting le 18 à Paris. Ça y est, il fait ça. Bah oui, non mais Christophe, tu me permets, celui d'Arnaud Montebourg, un grand meeting de l'alternative, de la gauche. Bon, une dernière petite info média sur le j'aime ou j'aime pas, c'est officiel, Jean-Pierre Elkabbach rejoint la rédaction de iTélé et obtient un poste d'ailleurs au sein de Vivendi, mais Lagardère annonce qu'il conserve, malgré son départ à Canal+, un statut de conseiller dans le groupe Lagardère. J'aime pas ce départ d'Elkabbach chez
iTélé. Sérieux? Donc je m'en tape. Mais alors, ça va pas changer la face du monde. iTélé, c'est franchement, quand on a vu ce qui s'est passé dans le conflit avec iTélé et tout ça, sincèrement, les groupes, enfin voilà, je vois pas, en tous les cas, je rassure les gens, ça va pas changer la face du monde, ni changer la désinformation qui leur sera faite. Mon cher Yasser? J'aime pas cette république du piston, cette république bourgeoise, donc ouais, bon. Et puis tiens, une petite dernière info pour la route. Hypercacher vendu la veille de la prise d'otage, vous vous en souvenez, ça avait fait couler beaucoup d'encre. Et bien l'acheteur a confirmé cette info révélée par Panamza. Eh c'est une révélation qu'il va falloir exploiter maintenant. Voilà. Qu'est-ce qu'on sait pas là-dedans? Ça soulève des questions. Enfin bon. Moi, le hasard, j'y crois jamais. Donc, quel genre de coïncidence fait qu'on vend un supermarché la veille d'une prise d'otage? Coïncidence? Non, mais la question est posée. Hein. Après, voilà, bon, de manière candide, sans qu'on s'appelle conspirationnisme, il va falloir enquêter maintenant. Absolument. Aclé? Bah écoutez, c'est une drôle de coïncidence, mais je pense qu'il faut laisser les gens vérifier pourquoi, comment. Ça peut être qu'une coïncidence, comme ça peut être autre chose. Et donc je pense que moi, la théorie du complot, faire de la surenchère sur des choses, moi je suis quelqu'un de posé, donc j'attends de voir effectivement les résultats. Mais vous avez raison, il faudra se Parce que le silence ne fait que justement qu'alimenter les théories du complot. La théorie du complot. C'est ça le problème. C'est pour ça que, il faut faire mettre toute la lumière. Voilà. Et donc je dis, j'attends qu'effectivement il y ait toute la lumière qui soit mise pour que justement s'il n'y ait plus on puisse se faire taire s'il y a rien avéré la théorie du complot, mais s'il y a des choses, dire ce qui s'est réellement passé. Alors, rapprochez-vous, messieurs, de votre téléphone, que vous soyez de Marseille, de Dijon, de Clermont-Ferrand, de Metz, de Reims, d'Orléans, de Paris, d'Amiens, du Havre et d'ailleurs, puisque vous pouvez aussi nous écouter, transporter votre radio via votre téléphone et l'application France Maghreb 2. Donc, nous écoutez partout dans le monde. Vous allez pouvoir participer à cet petit espace de libre antenne, liberté totale pour engueuler nos chroniqueurs ou pas d'ailleurs, m'engueulez-moi. Votre coup de gueule, ou nous faire part aussi d'un événement qui se passe près de chez vous, ou simplement un petit bonjour. Bref, c'est la libre antenne. Dans un instant, ça débute. Mais juste avant, je voulais vous parler de l'ancien ministre de l'économie, dont la cote progresse avec entre 17 et 20% d'intention de vote au premier tour, selon un dernier sondage IFOP fiducial, et qui soigne aujourd'hui sa stature internationale à Berlin. Devant une communauté française venue en masse et devant des médias allemands curieux de ses positions sur l'Europe et l'avenir de leurs relations franco-allemandes. En bref, pour faire clair, messieurs, est-ce que vous croyez à la surprise Macron à la présidentielle 2017? Croire en qui? Enfin, en Macron. Oh bon, moi je suis un peu libertaire sur les bords, donc moi le système j'y crois pas du tout, donc que ce soit Macron ou un autre, les politiques qui ont été suivies depuis les 20 dernières années seront exacerbées avec Macron ou Fillon ou je ne sais qui, donc écoute, franchement j'ai pas de réponse à apporter puisque ça serait donner du crédit. Autre chose par rapport à ces sondages, faut toujours se méfier encore une fois des sondages. Ah bah oui, ça. On n'oublie pas Balladur en 95. D'accord. On n'oublie pas le 2002. D'accord. Ouais. On n'oublie pas Fillon, qui était, il disait quoi déjà chez les Républicains? C'était qui valait rien. Non, il avait aucun poids. C'était le quatrième homme qui était inexistant et patatrac. Et voilà ce qu'il a fait. Donc non, moi les sondages. Voilà. Un clin sur Macron. Est-ce que ça peut être la surprise de 2017? Écoutez, il y a, en tous les cas, il est le candidat des médias, apparemment, puisque on n'arrête pas de nous le servir. Vous savez, ce qui se passe actuellement, c'est assez important, et ce que disait Yasser aussi, c'est que moi j'ai un candidat, je pense que ce sera pas la même chose avec Montebourg qu'avec Fillon, par exemple, comme président, mais on peut discuter. Je pense qu'aujourd'hui, les médias, ce qu'ils sont en train de faire, c'est ils sont en train d'inventer une histoire. Ils nous inventent une histoire et ils nous racontent une histoire et dans l'histoire ils mettent en avant les gens qui veulent pour essayer de nous comme JP voilà. Et parfois et d'ailleurs parce que quand on parlait de Fillon quand même une semaine avant il faut savoir que les médias aussi l'ont vu venir et l'ont fait monter comme l'homme peut-être tout ça, donc il y a quelque chose, c'est pas non plus anodin, et après ils ont montré effectivement, donc il y a aujourd'hui les médias contribuent chez les indécis, chez les gens qui veulent rester à essayer donc ils sont en train d'essayer, et je pense qu'aujourd'hui ils voient qu'effectivement Valls ça prend pas.
Et donc on sort Macron, mais en l'occurrence parce que je pense que dans le pays on veut pas de gens qui portent un projet alternatif. On a du mal avec justement, les gens pour parler de projets alternatifs, c'est que premièrement, il faut se méfier de cette espèce de position des médias qui sont les faiseurs de rois. Ouais. On n'oublie pas que Marine Le Pen est arrivée à cette stature nationale et internationale justement parce que la presse française lui a accordé une plateforme monumentale, que Florian Philippot a été la personnalité la plus invitée l'année dernière sur les plateaux de télévision, que même le Time Magazine avait déroulé le tapis rouge à Marine Le Pen pour qu'elle ensuite se positionne au sein de l'extrême droite européenne comme leur leader au niveau international. Mais aussi, il faut oublier plutôt souligner le manque flagrant de plateformes d'information, justement pour contrecarrer les médias dominants. Et ça, on en manque cruellement. Comment ça se fait que les petits candidats qui ne sont pas encore portés au nu par les médias ne trouvent pas de médias alternatifs qui leur offrent aussi une plateforme pour proposer un contre-projet ou un projet alternatif. Allez, une petite information avant d'accueillir vos appels et sans filtrage dans cette libre antenne. Il va falloir faire vite, messieurs dames. 01 40 33 9000, c'est maintenant qu'il faut appeler pour vous exprimer. Coup de gueule, coup de cœur, réaction en tout genre, interpeller nos chroniqueurs, bref, ce que vous voulez, bien sûr. Tout de suite, une petite information importante. Ce soir, dans le journal de 20h de TF1, vous aurez l'occasion de voir notre ami Mohamed Bajrafil, puisqu'il a été filmé dans le studio vendredi dernier dans le cadre de son émission Parler Islam. Et c'est un reportage consacré donc à ces musulmans influents à l'occasion de cette journée de commémoration à 2 ans de cette grande marche qui avait lieu place de la République à Paris. Donc ce soir, ça passe dans le 20h de TF1, monsieur Mohamed Bajrafil. Allez, on y va. Vous êtes prêts, messieurs? Peut-être à vous faire engueuler, je ne sais pas moi. Très heureux, on est venu pour ça. Allô, bonsoir, qui est là, votre prénom? Oui, bonsoir, c'est Abdelrahman à l'appareil. Oui, Abdelrahman, tu nous appelles d'où? De Paris. Hein. Vas-y, on t'écoute, vas-y rapide, mon ami. Oui, bonsoir à Clip, bonsoir à votre invité. Yasser Wati. Excusez-moi, j'ai oublié le nom. Yasser, oui, c'est un coup de gueule, j'ai envie de... Un coup de gueule concernant une vidéo que j'ai vue sur Internet de l'ancien capitaine déserteur de l'armée algérienne, Ahmed Chouchen. Ouais. Ahmed Chouchen, là où il dit, il demande à l'armée algérienne d'y aller raser la Kabylie. Ouais. Donc, ce monsieur, c'est un déserteur de l'armée algérienne. Il a déserté en 1996. Il a été emprisonné en 91 parce qu'il était parti et GI, etc. Aujourd'hui, il appartient au parti Rached. Ouais. Rached, on connaît ce parti. Merci, Abdelrahman. Pardon ? Merci beaucoup pour l'info. En tout cas, Clé, tu l'as vu toi ou pas? Oui, je l'ai vu, c'est scandaleux. C'est scandaleux, c'est encore des gens qui veulent diviser les Algériens entre eux pour créer à des fins personnelles, quoi. C'est juste, ou de chaos pour essayer de spéculer. En ce moment, en politique, on n'apporte pas un projet alternatif. On essaie de spéculer sur le chaos pour exister. Ça montre la pauvreté intellectuelle. Ouais. 01 40 33 9000 bien sûr pour nous appeler, nous dire ce que vous voulez, pas de souci, allez-y, faites-vous plaisir pour un coup de gueule, un coup de cœur, une réaction en tout genre, bien n'hésitez pas. 01 40 33 9000, c'est maintenant qu'il faut appeler, que vous soyez donc de Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand, Metz, Le Havre, partout ailleurs. Bien n'hésitez pas, il y a Sarwati est là, et monsieur Hakim et Luli aussi, et vous pouvez les interpeller. Allô, bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir, prénom, ville d'appel. C'est Salim de Sainte-Geneviève-des-Bois. Ouais, qu'est-ce qui se passe, Salim? Ouais, alors en fait j'ai une question à poser aux autorités. Vas-y. Concernant l'élection de Marine Le Pen. Et c'était pour savoir si elle était élue, enfin ce que j'espère pas, quel serait son programme d'après eux. Bon, merci Salim pour la question. Alors pour répondre à Clé ou Yasser, si elle est élue, quel serait son programme? C'est ce que vous demande Salim? Moi je suis pas le vas-y. Ouais, c'est ça, mais on n'est pas les représentants de Marine Le Pen, mais à mon avis son programme il est très simple, elle n'a pas de programme d'ailleurs, donc ça va aller vite. Je pense que à part le populisme, ça va pas chercher bien loin, et on l'a bien vu, les mairies qui ont été prises par le Front National, mais dire ça c'est pas suffisant. Je pense que son programme c'est effectivement d'essayer d'accompagner le système et de peut-être réduire ce qu'elle aura du mal, tout ce qui concerne les aides à l'immigration, tout ce qui concerne, on voit bien comment ils font dans les villes, tout ce qui concerne la culture, le sport, le loisir, l'éducation populaire, tout ça est réduit. Donc c'est comme ça qu'ils vont faire des économies, ils vont continuer à faire comme ça. Pour compléter ce que disait Akli, parce que d'abord que le politicien plus expérimenté parle, c'est en fait parce qu'en fait moi j'ai un regard qui est beaucoup plus tranché là-dessus, c'est que vu toutes les lois qui ont été passées pour donner plus de pouvoir à l'exécutif et justement torpiller tout contre-pouvoir
ou séparation des pouvoirs. Le fait que les populismes sont devenus maintenant mainstream et qui sont partagés par beaucoup d'individualités politiques. Vu que Marine Le Pen son programme n'a aucune profondeur, c'est pas un programme qui est travaillé, elle n'a pas l'expérience de l'appareil étatique. Tout ce à quoi ça va contribuer, c'est justement une montée des extrêmes, imposer un comportement dictatorial parce qu'elle sera incapable de gérer l'appareil étatique dans sa diversité et sa complexité, et ça sera justement une république bananière où elle fera avancer les siens et ses petits copains et copines. Allez, encore 2 ou 3 appels. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Mehdi de l'Essonne. Salut Mehdi, qu'est-ce qui se passe? J'appelle pour la burqa au Maroc. En fait, encore une manipulation de certains dirigeants marocains manipulés par les lobbies sionistes. Encore un creux de plus qu'il fait entre notre cher voisin marocain. Voilà, donc très bien. Interdire la burqa, je vois pas pourquoi. Peut-être l'interdire, oui, pour des raisons de sécurité, normal. Mais interdire la fabrication, grosse question. Peut-être encore un coup de com' du Royaume du Maroc pour bien dire, nous sommes un État ouvert et anti-islam, anti-extrémisme, et voilà, on justifie par nos interdictions. Regardez le monde entier comme nous on est ouvert, et qu'en interdisant la fabrication entre guillemets et le port de la burqa, parce que entre fabrication et le port il y a grosse différence, parce qu'elle n'empêche pas de vendre de la burqa. Ouais. Merci Mehdi, on a bien compris. On l'appelle à très vite du côté de l'Essonne. Allô, bonsoir. Et bonsoir Christophe, c'est Ali. Bonsoir Ali, qu'est-ce qui se passe? Donc je voulais bonsoir à tes invités et à tout le monde. Bonsoir. Je voulais intervenir sur la burqa. Ouais. Donc la burqa, il faut bien préciser une chose, que les femmes la portent, les hommes, les soyoukh aussi wahhabites, c'est un habit wahhabite traditionnel qui n'a rien à voir avec l'islam. Il faut qu'elles se mettent ça dans la tête. Il faut que les femmes lisent les livres, lisent l'islam comme il se doit, aillent voir les hadiths selon lesquels aucune mention n'est mise sur la burqa, sur le niqab. Ouais, vas-y, bien sûr, pas intervenir. Ali, calme-toi 2 secondes, vas-y. C'est pas un débat idéologique qui s'engage, c'est en fait qu'est-ce qui différencie celui qui interdit la burqa et celui qui l'oblige. Écoute, la burqa n'a rien à voir avec l'islam. Non, mais la question n'est pas là, elle n'est pas théologique. La question n'est pas là. Et les femmes qui portent la burqa, le niqab, le sitar, pensent que c'est un habit islamique. Elles se trompent largement, il faut qu'elles étudient et qu'elles lisent. On leur a demandé. Mais même si elles n'ont pas pour des raisons, on veut dire, je sais pas, fashion, traditionnelle, n'importe quoi. Elles disent que je vais le porter. Ça porte préjudice à l'islam. L'islam n'a rien à voir là-dedans. Elle pense porter ça pour religion, mais l'islam n'a rien à voir dans cette affaire. Je sais pas si on leur a demandé leur avis. Elle porte préjudice. Merci Ali. Merci, on a bien compris en tout cas ton propos, partagé ou pas d'ailleurs. Eh bien, on prend un dernier appel pour cette petit espace démocratie participative. Bonsoir. Bonsoir, c'est Mounir de Courbevoie, vous allez bien? Ça va tranquille Mounir, on t'écoute. Bah écoutez, je passe le bonjour à toute l'équipe, à tout le monde, merci pour tout. Et j'avais une question qui me tenait vraiment à cœur. Vas-y, pose ta question mon ami. Ce que je voulais poser, c'était par rapport au personnage Rachid Nekaz. Ah, Rachid Nekaz. Rachid Nekaz qui a donc avait annoncé une affaire dans laquelle il avait été kidnappé et reconduit à l'aéroport pour être expulsé du côté de Paris. Bah, il a avoué, selon un article qui a été publié dans Algérie Patriotique, qu'il avait menti, tout simplement. Et qu'il pouvait circuler dans tous les endroits du pays de l'Algérie. Voilà. Donc pour faire un buzz quoi en fait. Ok. Voilà. Mais moi ma question en fait c'est de savoir est-ce que ce mec-là c'est quelqu'un qui a été envoyé par l'OTAN ou qui a été construit par la CIA américaine, je sais pas quoi. Parce qu'apparemment le gars il peut se présenter aux élections présidentielles algériennes. Ouais. Donc je voulais savoir. Bah, on se souvient quand il s'était présenté aux élections présidentielles et du fameux camion qui avait disparu. Non, en Algérie. Il s'était présenté et puis on avait. En France aussi il avait perdu ses parrainages. Il s'est fait voler le parrainage qui s'est fait voler en Algérie, voilà. Oui. C'est fantastique. Ce monsieur est un grand monsieur du buzz. Bon, en tout cas merci Mounir, à bientôt.
bientôt, ciao man. Ok, merci, ciao, bye. Allez, voilà pour... c'est sympa, non, ce petit exercice dans les auditeurs qui peuvent intervenir, dire ce qu'ils veulent. Super, mais ils sont super gentils, les auditeurs, ils sont... Attends, c'est parce qu'ils t'ont pas encore taillé, c'est pour ça que tu dis ça. Tu vas voir. Non, moi, la c'est pas prochaine. Christophe, moi, tu sais bien que j'accepte le débat. Moi, je suis un vrai... Non, mais attends, Christophe, moi, je suis un vrai démocrate, j'accepte le débat. J'accepte le débat, avoir des désaccords et des trucs, mais le débat, pas les leçons. Que les gens viennent t'expliquer la vie, ils repasseront. Mais en tous les cas, le débat, il est toujours sain et constructif. Christophe, on évolue, on s'enrichit des autres. Dans un instant, vos coups de cœur, messieurs, pour finir en beauté. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum pour ces quelques minutes avec Yasser Louati et Akli Melouli qui sont avec nous en direct, messieurs. Voilà, on est en direct. Moi, avant de passer à vos coups de cœur, j'en ai un. Ça concerne un membre de la team LGF, le grand forum, s'appelle Jamel Lamri, je ne sais pas si vous connaissiez, qui sort son livre, l'apparition de son livre Malek Benabi, une vie au service d'une pensée aux éditions Alborac. Il vient de sortir, donc il est disponible, donc n'hésitez pas à aller l'acheter. Jamel nous en parlera lors de sa venue dans le studio. Voilà, c'était le petit coup de cœur du jour, donc n'hésitez pas à aller le lire et l'acheter. Alors, pour les coups de cœur, le coup de cœur de notre ami, tiens, Akli, ton coup de cœur. Mon coup de cœur à moi. Ouais, à toi. Eh ben, il va... Ça sent le mec qui a préparé son truc, hein. Non, mais c'est pour ça il va aller aux associations qui sont dans la rue tous les soirs, avec les grands froids qu'il y a eu, les gens qui sont dehors, qui n'ont pas de toit et qui leur servent des repas, etc. Je pense qu'il y a un site justement sur lequel on peut aller voir pour un peu aider. Je pense que toutes les dizaines sont bienvenues. Il y a plein d'associations qui sont actuellement sur le terrain, qui font des maraudes, et notamment la copine qui avait fait son shopping solidaire, engagé, qui a pu acheter des chaussettes chaudes, des gants chauds, des sacs de couchage, etc. Donc je pense que voilà, un grand coup de chapeau à tous ceux qui tous les soirs dans le froid vont à la rencontre de ces personnes qui souffrent et qui sont sans domicile et qui vivent dans la rue. Vous avez suivi cette polémique là qui indiquait qu'apparemment les policiers sur ordre retiraient les couvertures des migrants qui étaient dans la rue? Mais c'est pas nouveau ça, en fait c'est devenu une information nationale parce que MSF en a fait un communiqué, mais la pratique elle remonte à plusieurs mois déjà. Tout à fait. Et le harcèlement aussi avec les camions bennes pour les empêcher de camper. De dormir. Les courses poursuites dans les rues de Paris, c'est vraiment des courses à pied pour justement pour pas qu'ils fassent la queue pour déposer leur demande d'asile. Non, on est vraiment dans une guerre psychologique qui est engagée depuis plusieurs mois. L'État aussi bien que la mairie de Paris en porte une grosse responsabilité. Puisque tu as la parole, Yasser, garde-la pour nous confier ton coup de cœur à toi. Alors mon coup de cœur, comme toujours, c'est les luttes populaires. Donc là, j'aimerais mettre en avant un excellent livre sur lequel j'ai mis la main qui s'appelle Les luttes et les rêves, une histoire populaire de la France. C'est un petit clin d'œil aussi à une histoire populaire des États-Unis par un fameux historien qui est mort en 2005, Howard Zinn, et qui raconte l'histoire du pays vue par la classe populaire, c'est-à-dire les résistances aux diktats du groupe dominant. On y apprend énormément de choses sur les résistances des mouvements sociaux dans les Antilles. On apprend énormément sur la Commune de Paris. On apprend énormément sur la révolte fiscale qui a mené justement à la Commune de Paris, les luttes postcoloniales, les luttes qui ont lieu justement sous l'Algérie dite française. Et justement, c'est une histoire qui n'est pas centrée autour d'un grand homme comme on le fait traditionnellement, ça veut dire un roi, un empereur ou je ne sais qui, et qui en fait efface l'existence du peuple autour de lui. C'est lui seul qui a fait l'histoire. Non, là, c'est l'histoire à raconter à travers les différentes luttes populaires. Et sincèrement, quand on plonge dedans, je peux passer 1-2 heures et je m'en rends même pas compte. Donc c'est un livre qui a été écrit par une historienne qui s'appelle Michel Zancarini Fournel. C'est aux éditions La Découverte. Je confirme quand même que je regarde bien le logo. Oui, c'est bien les éditions La Découverte. C'est un livre qui coûte 28 € et vu le pavé que c'est, on en apprend énormément et ça donne justement confiance lorsqu'on voit des initiatives populaires et qu'on se dit de toute façon les mouvements populaires finissent toujours par échouer. C'est faux et archi faux parce que l'histoire officielle n'est pas l'histoire telle qu'elle a été vécue par le commun des mortels. Il s'appelle comment le livre? On rappelle le nom? Les luttes et les rêves par Michel Zancarini Fournel. Merci beaucoup Yasser. Tiens, juste pour finir une petite info, on apprend que 17 policiers ont été recensés comme radicalisés à la préfecture de police de Paris entre 2013 et 2015. Ouais, mais c'est quoi, encore une fois, c'est quoi une personne radicalisée?
Ça, c'est la question qu'il faut poser. Voilà. Dans ce cas-là, si on a des critères qui sont fous, on aura forcément des accusations qui sont tout aussi fous, mais qui justement serviront à faire le buzz. Merci Yasser Louati, merci beaucoup à Klim Elouli. À très vite, messieurs. Dans un instant, la suite avec Amar et l'éphéméride, bien sûr, les événements de ce 11 janvier, les 18h. Bonne soirée, merci d'être avec nous. Marine Garel pour l'actu. Bonsoir Marine.